Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est une nouvelle qui continue de choquer le monde sportif. Vous le savez, dimanche dernier, l'ancien basketteur américain Kobe Bryant est décédé dans un crash d'hélicoptère en Californie à l'âge de 41 ans. Kobe Bryant était l'un des sportifs les plus titrés avec 5 bagues de champion de la NBA. C'est un joueur qui affiche un palmarès impressionnant et qui disparaît peu de temps seulement après avoir pris sa retraite sportive. Impossible donc de ne pas marquer un temps d'arrêt dans ce magazine pour rendre hommage à cette légende, et ce sera en première partie de cette émission. Actualité oblige, la seconde partie de la nuit du sport ce soir est consacrée au mouvement des joueurs camerounais sur le marché international des transferts. C'est l'occasion d'interroger la valeur de nos joueurs pendant cette période du mercato. Et nous en profitons aussi pour donner la parole à un jeune footballeur qui vient d'être recruté par la formation rwandaise de Rayon Sport FC de Kigali. Lui s'appelle Philippe Arthur Banen. On espère bien l'avoir au téléphone tout à l'heure. Nos invités ce soir sont des agents de joueurs et des anciens footballeurs. Raoul Ninga, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Juste à côté de vous, un autre agent de joueur, Jérôme Bango, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tout le panel, et bonsoir à tous les spectateurs STV. Et en face, Timothée Makongo, ancien footballeur, est avec nous ce soir. Maxime, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Et Agnès Mabouka est avec nous. Bonsoir coach. Oui, bonsoir Lydie, bonsoir à tous les techniciens et aux panélistes et aux téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Voilà pour le panel, juste après la transition, hommage à Kobe Bryant. Je le disais tantôt, une onde de choc a traversé les États-Unis et même le milieu sportif en général dimanche dernier. L'ancien basketteur Kobe Bryant, véritable légende des Lakers, est tragiquement décédé après un accident d'hélicoptère à Los Angeles. C'est une grosse star du basketball qui s'en va ainsi, peu de temps seulement après avoir pris sa retraite sportive. Nous vous proposons de regarder, de revenir quand même sur quelques matchs disputés sur les parquets de la NBA par Kobe Bryant. On regarde. Bryant. Serving up a facial on Jared Jackson. The power and the explosion of Kobe Bryant just takes off and accelerates the tremendous finish and lift. The Lakers, because of this man, Kobe Bryant, can take over. Posterizes Dwight Howard. As Deshaun Stevenson looking for that pick, and Pat Garrity getting caught flat-footed there, trying to help out. Here's another look from a different angle. This one right. Second leading scorer. They need some help. Long run out by Kobe Bryant. What did I just see? You just saw what Kobe does best, and that's bring people to their feet. What's a sensational play? Here we got a dribble drive, change of direction by Bryant. Slam dunk. Woo! I think that's what the fans came to see. And you talk about elevation. Chick, he went up to the Hates the double team O'Neal. Horn, Fisher, nice rotation of Bryant. Buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just took the gravity out of the target center. What a play! He might have just injured that shoulder a little bit more. The windmill slam. You realize how difficult it is to do that. That brought everybody out of their seat. Gives in his. He's going to have to shoot it with 3, with 2. In trouble. Forced out. Kobe making this ridiculous double head fake from behind the arc. Then out on its feet. Lakers down. In trouble. Quickly. Bryant. 3 from the corner. Yeah! This game. This takes it to an absolute another level. She's got 58. And the good news is the Lakers have by not being close to her man. They'd love to get it into Nash's hands, and they do. Ball knocked away, stolen by Parker. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant in
deflection by Parker. Parker knocked that ball loose, and this is a miraculous shot. Voilà quelques images des matchs disputés tout au long de sa carrière par Kobe Bryant. Évidemment qu'on va rester sur ces images dans cette première partie de l'émission, en vous proposant aussi tout à l'heure de suivre quelques réactions des anciens basketteurs camerounais que nous avons recueillis depuis l'annonce de la tragédie qui a donc frappé le joueur de basketball à l'âge de 41 ans. Et vous le savez aussi, le monde continue d'être en état de choc. L'entrée par exemple, du gymnase de l'école secondaire où Koubi a fait ses classes s'est rapidement métamorphosé en mémorial, comme vous aurez l'occasion de le voir sur les photos tout à l'heure. Et dans la foulée aussi, les hommages, ça n'arrête pas. On se rappelle par exemple que l'ancien capitaine de l'équipe de France, Boris Dio, a dit dans les colonnes de l'équipe, je cite, la nouvelle est choquante, il venait de prendre sa retraite, il commençait seulement à profiter du temps qu'il n'avait pas eu au long de sa carrière et en fait il ne pourra pas le faire, comme quoi il ne faut rien remettre à plus tard. Il était à 100% concentré sur le basket. Ça sont les déclarations de Boris Dio via le journal L'équipe. On va aussi recueillir les réactions en plateau ce soir. Coach Ernest Mabouka, bien sûr, vous êtes plus football, mais Kobe Bryant, c'était pas qu'un basketteur. On a vu Neymar, on a vu plusieurs footballeurs aussi rendre un hommage vibrant à cette légende du basketball. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi par rapport à Kobe ce soir? Yeah, I can say it in English because, this I can only say my condolences, send my condolences to his family, and then in the basketball family, because this one, Kobe Bryant was one of the greatest players forever in Lakers. He won everything with Lakers, and I think that today the world of basketball and NBA lost one of the greatest players. When you see Kobe play, in the defensive side and in the attacking side, he was one of the players that you cannot hold. I think today we lost one of the greatest sport member. I think the whole sport, everybody who involved in sport, not only in basketball, but all sport, everybody is very not in a good shape because we lost someone who was on duty. I can say he was on duty because he was going somewhere on the way going to watch his young kids also who passed away. I think that that's why he got the accident with the helicopter. I think that we can only say send the condolences on his family and say that we also not happy because we lost a greatest player that we didn't think that we can lose him right now, but it happened, only God knows. C'est un grand joueur qui disparaît. Pas seulement le monde du basket est en deuil, le monde sportif est en deuil, même Timothée Makongo. Oui, en fait, le monde sportif, ce qu'il faut savoir, c'est que le basket fait partie des sports les plus spectaculaires du domaine sportif. Et la plupart des footballeurs qui ont été des grands footballeurs sont aussi un peu passés par le basketball. Vous regardez depuis l'époque de Garine Chapelet et tout ça, c'est des gens qui ont aussi un peu joué au basketball parce qu'il y a des mouvements dans le basketball qui, dans une certaine beauté, peuvent être repris par certains footballeurs. De même pour le handball et tout ça. Donc la plupart des footballeurs ici, au Roger, mais là, tous ces cas qui ont eu des grands noms ici au Cameroun, sont aussi passés par le basketball ou le handball. Nous étions tous des basketteurs et il faut dire qu'à une certaine époque, le basketball a été très, très, très encouragé par les ministères des sports parce que c'était un sport scolaire et c'était très spectaculaire. Donc nous avons connu à travers le monde tous les grands champions de basketball qu'il y a eu, depuis Chamberlain qui était dans le Harlem Globetrotters, et puis maintenant il y a les Lakers, il y a eu beaucoup, tellement mais il faut reconnaître que Kobe Bryant, ça a été pour les Lakers du 100%. Ça a été engagé entièrement toute sa vie depuis son enfance, depuis ses 14 ans, c'était les Lakers. Donc il s'est retrouvé là-dedans et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'a pas eu le temps de commencer sa vie en tant qu'homme libre, homme débarrassé du sport. Et je me demande même si ce serait vraiment bien débarrassé de ce sport. C'est dommage, c'est une grande gloire qui part.
Hein, et c'est un artiste, tout simplement, qui est parti. Et adieu. C'est un artiste qui s'en va à Oninga. Une réaction aussi par rapport à cette disparition tragique qui a pris tout le monde de court dimanche passé. Oui, c'est un peu triste. C'est un peu triste qu'une aussi grande star disparaisse dans les conditions pareilles. Comme disait le doyen tout à l'heure, quand on est une superstar dans un sport, en gros, les sports se relient. Ouais. Et quand on regarde la vie de ce grand champion, il était à 2 doigts d'être un footballeur professionnel. Parce qu'il a commencé le sport par le football en Italie. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Ouais. Et c'est l'un des plus Frenchies de la NBA et des basketteurs américains, parce que son père a été basketteur aussi en Italie et puis en France, à Mulhouse. Donc il a commencé par le football et puis à la fin, il a choisi le basket parce que c'était un peu plus son amour. Et aujourd'hui, le monde entier perd une très très grande star. Et on voit les photos, on voit partout dans le monde entier, tout le monde est un peu sidéré, on va dire, par cette catastrophe. Mais bon, vous savez, c'est la vie, on n'y peut rien, malheureusement, c'est le destin misérable de l'homme. Jérôme Bango. Oui, il faudrait tout simplement dire que c'était un sportif XXL, celui-là d'une très grande dimension sportive. On ne devrait pas que regarder parce qu'il était basketteur. Il a mené pratiquement autour de lui d'autres sportifs des autres disciplines, je voudrais dire. Donc, Kobe Bryant, il faudra dire, comme d'aucuns l'ont dit sur ce plateau, il a consacré presque toute sa vie avec les Lakers, où il a remporté presque 5 MVP et d'autres titres. Il faudra tout simplement rappeler qu'il a été l'un des plus jeunes à 19 ans à être déjà nominé dans les grands awards du côté des États-Unis. Il faudra aussi dire, avec quelques 2 médailles d'or de gagnées lors des Jeux Olympiques. Donc, il a fait sa grande carrière et en termes salarial, il faudra aussi dire qu'il a bousculé les plus grands, Shaquille O'Neal et Abdou Jabbar. Donc, il faudra dire vraiment qu'il s'est imprégné dans ce sport où il a passé presque toute sa carrière avec les Lakers. Ben maintenant, il a été surpris par cette mort tragique avec cet hélico qui a fait partie de lui et sa fillette. On ne peut que rendre hommage à la grande famille sportive, particulièrement à sa famille, et savoir qu'il a marqué de son passage sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on devrait peut-être retenir au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être retenir? Ce que nous pouvons retenir, c'est que quand vous exercez dans n'importe quelle discipline, il faudrait vous donner à 100% comme Kobe l'a fait, parce qu'il était l'exemple de toute cette génération qui a eu à faire le sport. Parce que pour lui, c'était comme c'était dans le sang. Comme a dit Ninga, le père était basketteur, lui-même a appris, et puis dans ce qu'il faisait, il faisait tout pour que sa fillette devienne aussi une des grandes joueuses dans le monde du basket. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a aimé ce sport et il a aimé à pouvoir ne serait-ce que faire une transcendation, à donner ce qu'il a pu faire dans le sport aux jeunes. Oui. Et donc, moi, je crois que c'est très important pour nous qui sommes dans le sport. C'est l'exemple à suivre, c'est l'exemple à ne pas oublier. On va écouter quelques réactions des anciens basketteurs camerounais que nous avons recueillis au lendemain de cette tragédie. On va commencer notamment par la réaction de Yves Lionel Ngounou, ancien basketteur camerounais international. On regarde. Du basketball, même maintenant quand je vous parle de lui, j'ai des frissons parce que je n'arrive pas à croire qu'il est parti. Il a pris sa retraite en 2016 après 20 années, 20 saisons de basket. Il a joué 20 grandes saisons de basket. Il est considéré comme l'un des 5 meilleurs joueurs de la planète et il est également le 2e meilleur arrière de la planète. C'est pour vous dire, 2e meilleur arrière juste derrière le légendaire Michael Jordan. Kobe Bryant, c'est une grosse perte pour ce sport, parti à la fleur de l'âge, 41 ans. Il laisse toute
toute une planète basket en deuil. Il est parti. Malheureusement, c'est ainsi que la vie est faite. Comme on dit souvent, vanité des vanités, tout est vanité. La leçon qu'on peut tirer, c'est que quoi que vous ayez à faire, rassurez-vous de toujours donner le meilleur de vous, parce qu'on ne connaît jamais l'heure, ni le lieu, ni le moment. Kobe Bryant est parti, c'est une grosse perte pour notre sport. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter à sa famille, à sa veuve, à ses 3 autres filles, c'est beaucoup de courage. Et maintenant, nous les basketteurs, nous allons continuer ce qu'il a commencé, nous allons continuer de nous battre afin de continuer de propulser ce sport que nous aimons tant au sommet. Vraiment, c'est une grosse perte pour le monde du basketball. Kobe Bryant représentait une idole. Kobe Bryant, c'était un modèle pour la majorité, je veux dire, des jeunes de ma génération. J'ai eu des posters de ce joueur-là. J'ai cherché à voir ses chaussures. Kobe Bryant, c'était un gros monument du basket. Et puis, la mort tragique, l'accident, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué et dévasté. C'est vraiment très difficile, ça nous fait mal. C'est comme si on avait perdu un membre de la famille. Kobe Bryant, c'était la star, c'était l'icône du monde du basket. Quelques réactions, vous avez écouté Yves Lionel Ngounou qui estime que c'est une grosse perte pour le sport, et évidemment aussi avis partagé par Daniel Elessa qu'on a suivi juste derrière. Voilà, on rappelle que depuis le monde du sport, les hommages se multiplient. Comment est-ce que Raoul, c'est vrai, on se serait attendu à ce que c'est le basket, hein. On va dire c'est un basketteur. Mais on a vu la vitesse à laquelle même les footballeurs ont tenu à rendre hommage à Kobe, Kylian Mbappé, Neymar et bien d'autres. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Oui, comme je disais tantôt, quand on devient une superstar dans un sport quel qu'il soit, malheureusement ou heureusement on peut dire, les autres sportifs vous regardent comme un modèle. Ouais. Donc du coup, Kobe, vous avez vu des images où on a vu des images de Mbappé et Kobe quand il était plus jeune, Mbappé. Donc moi je pense que Kobe c'était une légende. Donc quand on est une légende, quand on devient une légende, on a pas mal de fans dans différents domaines de la vie sociale, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Et vous savez très bien que le basketball c'est l'un des sports les plus en vue dans le monde entier. En plus, un basketteur de la NBA. Donc, je pense que Kobe était au-delà il était au-delà du basket. Il était devenu une légende générale dans le sport. On ne peut plus parler de Kobe en termes du basket seulement, mais en termes général de sport. Voilà, c'était une légende sportive. Et bon, aujourd'hui, on ne peut que lui rendre hommage pour l'étendue de son œuvre. C'est un peu la même lecture aussi, Timothée Makongo, quelle que soit la discipline. Avoir une grosse star comme Kobe, forcément. C'est vrai qu'au départ, il faut déjà avoir une certaine baraka. Il faut tenir avec un certain don, hein, avoir de la passion. Et que cette passion, chez Kobe, est devenue, c'est muet en amour. Il avait de l'amour pour le basketball. Il était discipliné, extrêmement discipliné et très, très organisé. Bon, maintenant, par rapport à la question que vous posiez sur le regard sur les basketteurs camerounais, c'est pas exactement le même type de vie, c'est pas le même type de motivation, c'est pas le même type d'engagement, c'est tout à fait ces deux mondes différents. Hein. Donc, dans l'expression déjà, au Cameroun, il y a eu beaucoup de passionnés, beaucoup de très 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 bons basketteurs de très très bon niveau. Malheureusement, ne sont pas entrés dans une réalité professionnelle du basketball, une réalité de motivation de nos stars, de nos artistes. Hein. On a plus tiré sur les artistes que nous les a élevés. Donc c'est une réalité qui meurt progressivement. Parce que je vous dis, le basketball, à l'époque, il y a 30-40 ans, avait des dimensions incroyables, non seulement au Cameroun, mais partout en Afrique, au Sénégal, en Égypte, en Algérie, dans tout le Maghreb, d'ailleurs, même en Centrafrique. À une époque, les Centrafricains étaient excellents en basketball. Bon, malheureusement, nos politiques locales ne nous permettent pas de donner suffisamment de motivation
à l'organisation du sport en général et de certains sports en particulier comme le basketball, comme l'a dit tout à l'heure Raoul, c'est un sport extrêmement spectaculaire, un des sports les plus enviés au monde, les plus regardés au monde, parce que le mouvement même de la danse des basketteurs a quelque chose de subtil, d'incroyable, de tellement élégant que nous, les footballeurs, nous sommes obligés de les regarder. C'est pour ça que nous sommes tous passés un peu par le basketball. Le handball est un peu mâle, un peu viril, Le basketball n'est pas moins viril, mais il a certains envolées qui en font un sport actuellement particulier. C'est dommage parce que chez nous aussi, nous admirons ce genre de trucs, mais au-delà de la passion, c'était un homme discipliné et il a été discipliné parce qu'il était motivé. Il était motivé parce qu'il était dans un grand pays de sport, un pays qui a respecté le sport. Et nous avons cette faiblesse-là de ne pas être dans le basketball aux États-Unis. Oui, c'est un culte. C'est un culte. Aujourd'hui, il commence à délocaliser. Vous savez, la NBA se joue maintenant. En France, on a vu pas mal de footballeurs dans les gradins, dans les tribunes pendant le match pendant un match de NBA l'autre jour en France. Donc, je pense que les sports se relient au bout d'un moment. Se relient, voilà. D'accord. Merci bien, messieurs, pour vos réactions par rapport à cette partie consacrée à un hommage à Kobe Bryant, ancien basketteur américain décédé dimanche dernier sur les antennes de Spectrum Télévision. Le temps mort, notre émission essentiellement consacrée au basketball sur STV a largement rendu hommage à travers ses invités aussi, à travers des réactions, à travers des matchs, à cette légende du basketball. Merci une fois de plus pour votre réaction. Avant de poursuivre, on va rapidement parler de volleyball, rapidement, avec le premier regroupement préparatoire à la CAN des moins de 17 ans des filles qui s'est achevé dimanche dernier à Yaoundé et à Baganté. Et dans chaque pôle, les 30 joueuses convoquées ont travaillé pendant 3 jours. Le stage était axé entre autres sur les fondamentaux techniques de ces disciplines. Après cette étape, un deuxième regroupement est prévu du 29 février au 1er mars prochain. Rappelons qu'il est question pour le Cameroun de jauger le niveau des volleyeuses. Objectif aussi, retenir les meilleurs pour la CAN des moins de 17 ans prévue au mois d'août prochain. Voilà, on va, avant de passer au débat, rapidement aussi évoquer l'actualité en rapport avec le championnat national de football Elite 1 et Elite 2, dont la phase retour a finalement démarré. Timothée Makongo, on se souvient que les présidents des clubs, à travers le syndicat, avaient exigé un certain nombre de choses à un moment donné, en brandissant la menace d'un boycott de cette phase retour. Voilà, aujourd'hui, le championnat a redémarré. Quelle lecture est-ce que vous faites à propos? Je suis un peu embêté parce que les cartes qui se jouent au Cameroun et les dessous de table sont très très hybrides. Ce que j'entends par hybride, il y a des clivages d'intérêt, des clivages et autres qui font qu'on a du mal à sortir de cet enfoncement, de cette boue assez tumultueuse, assez compliquée. Maintenant, moi, je dis qu'il faut absolument faire le football maintenant et penser à notre pays, penser aux jeunes, penser à tous ces enfants qui sont nombreux, qui sont en train de grandir et qui veulent s'exprimer dans le football d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les motivations intérieures qu'ils ont. Le président du football, il menace de boycotter le sport. C'est le pion du peuple, le football. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils apportent au sport? Qu'est-ce que concrètement ils ont montré, ils ont démontré, ils ont exposé aux populations, exposé aux jeunes pour dire que nous voulons que le sport marche et voilà comment nous voulons que le sport marche. Parce qu'en réalité, personne n'a présenté de manière claire un plan de développement, un plan d'arrangement de ce sport. Maintenant, c'est facile peut-être. Moi, je ne soutiens pas une instance, je ne soutiens pas quelqu'un parce que les instances elles-mêmes sont dans une réalité de corruption, que ce soit à partir du ministère et même peut-être à partir du premier ministère ou de la présidence de la République. Il y a une corruption qui est évidente et qui descend jusque dans les plus gros. Une corruption au niveau de l'organisation, corruption au niveau de la répartition des fonds,
corruption au niveau de la répartition même de l'organisation du football. Je veux dire, par exemple, que vous verrez, par exemple, que les missions sont plus importantes que le jeu. On mettra 10 fois plus d'argent dans les missions qui ne rapportent rien en termes de valeur qu'on peut exploiter. Sauf que là, les présidents des clubs exigeaient... ils exigent l'argent. En fait, c'est un problème d'argent. Et il y a eu... Maintenant, ils sont présidents de clubs parce qu'ils ont été... Non seulement ils sont bénévoles, mais parce qu'ils ont voulu être présidents de club et qu'ils ont voulu animer le football. Alors qu'ils mettent de l'heure d'abord, qu'ils proposent un plan, qu'ils proposent un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, c'est trop facile de dire nous boycottons, mais nous boycottons au profit de quoi? Au détriment de qui? Et qui va faire quoi? Qui va comparer quoi? Qui va apporter quoi? Qui va sauver quoi? Parce que quand ils boycottent, qui va souffrir? Le ministre? Il s'en fout. Ce sont les joueurs. C'est les footballeurs qui vont souffrir. Ils boycottent contre qui? Contre les footballeurs, à la fin. Il faut bien regarder ces choses. Mais est-ce que exiger la subvention, c'est pas légitime quand même? Non, mettons-nous d'accord. Ouais. Tout ce qui est légitime passe par une présentation réelle, officielle, bien proportionnée des revendications qu'on fait et démontrer que soit la fédération, soit les instances dirigeantes, soit les hommes, soit le ministère tuent ce pays. Moi, si vous me mettez sur un plateau politique pour que je demande pourquoi... heureusement, c'est pas un plateau politique. Heureusement, on laisse ça depuis Congo. Parlons donc maintenant du football. Si nous nous mettons sur le plan strictement du football, les acteurs, c'est les footballeurs. Ceux qui subissent des privations, c'est les footballeurs. Ceux qui subissent des boycotts, c'est les footballeurs. Mais les présidents, ils ne peuvent pas dire que c'est des... Ils peuvent pas... Plusieurs fois, les présidents qui étaient les joueurs de mendiants, les anciens joueurs de mendiants, des gens qui... On a pensé à une époque, il y avait vraiment des présidents qui étaient des bénévoles, qui faisaient presque du mécénat. Aujourd'hui, je doute fort. Je ne sais pas combien de présidents font du mécénat, comme c'est d'avant. Ils ont voulu créer... En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les instances sont des accompagnateurs. C'est des accompagnateurs du football. Ils sont là pour accompagner le football, mais ce n'est pas eux qui créent les équipes. Vous voyez, nous avons, je ne sais pas, 56 départements. Je ne sais pas s'il y a 6 ou 7 départements qui jouent au football. Mais nous avons 56 départements repartis dans tout le territoire national. Mais nous devrions, c'est l'État, c'est vrai que l'État devrait encourager les mécènes, les hommes d'affaires et autres à créer des clubs et les accompagner. Mais nous sommes face à une race d'hommes qui, non seulement, ils créent des clubs dans un but d'intérêt personnel et nettement visé. Les choses ont changé, il y a une évolution qui entre... Dans l'argent décaissé par l'État afin de permettre au club de redémarrer ce championnat, le gouvernement n'aurait pas dû alors, s'il faut suivre votre raisonnement? Non, le gouvernement, vraiment, je ne veux pas parler du gouvernement parce que si je ne parle du gouvernement, je risque d'aller trop loin. Le gouvernement a ses torts, le gouvernement a ses tares. Le gouvernement a ses corruptions. Le gouvernement a des hommes qui, en réalité, je ne sais pas s'ils aiment cette nation, sinon ils provoqueraient depuis longtemps une véritable révolution du sport. Mais, au-delà de ces hommes-là qui sont médiocres, pour la plupart, c'est vrai qu'en matière de sport... C'est un constat quand même... C'est un constat qui est vrai. C'est-à-dire qu'au niveau du sport, pour la plupart des ministres qui sont passés n'ont pas relevé le football. Ils n'ont rien fait pour le relever. Ils ont joui du football. Ils ont profité du football. Le football a rapporté beaucoup d'argent au Cameroun, il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas ministres de foot, ils sont ministres du sport. Mais souvent, ils sont devenus, la plupart sont devenus ministres du football. Regardez-les tous, depuis une quinzaine d'années, c'est des ministres de football, d'abord. Et puis des sports après. Vous avez vu une révolution du sport au Cameroun, comme en Angola, ou bien au Ghana, ou en Égypte, ou même en Afrique du Sud. Il n'y a pas de révolution de football, de sport, d'une manière générale. On s'appuie sur le football, et forcément, dégradation. Progressivement, nous sommes en train de sombrer. La faute à qui? C'est d'abord la faute aux dirigeants. Est-ce que c'est la même lecture à Ouninga? Oui, je pense que monsieur Makongo a pleinement raison. Ça fait 30 ans que le football va mal au Cameroun. Ça fait 30 ans, voire plus. Et malheureusement, je le dirai jamais assez, les gens ne pensent qu'à leur poche, ils ne pensent qu'à l'argent. Mais j'aimerais rappeler aux uns aux autres que le football, c'est la plus grande industrie au monde. C'est le football qui fabrique l'argent. Ce n'est pas le contraire. Bien sûr. Ce n'est pas le contraire. C'est le football qui fabrique l'argent. Je suis quand même étonné qu'au Cameroun, les présidents de clubs attendent des pouvoirs publics pour diriger le club. Mais non.
Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il manque d'idées. C'est ça, les gens, ils ne sont pas à la place qu'il faut. Que ce soit ceux du ministère des Sports ou de la FECAFOOT ou même des présidents de clubs, ils ne sont pas à leur place. Ils ne connaissent pas le foot. C'est le cas de le dire. Le football fabrique l'argent. Le football, je le dis tout le temps, c'est facile. Mais il manque d'idées. Sauf qu'au Cameroun, tout le monde sait tout sur tout. Hein? On prend un maçon, il devient organisateur de football. On prend un ébéniste, il devient organisateur de football. Tu ne peux rien lui dire. C'est comme ça, ça marche comme ça. Ils ne connaissent pas le football. Malheureusement, le football camerounais va toujours aller dans le gouffre parce qu'il est géré et dirigé par des gens incapables. Ils manquent d'idées, tout simplement. Il manque d'idées. Est-ce que c'est ça le problème de fond, coach Mabouka? Le problème de fond, je dis oui. Parce que quand vous avez des experts qui peuvent vous apporter quelque chose dans ce genre d'organisation, ça veut dire que quand on parle de football professionnel, il y a toute une machine, des gens qui peuvent penser comment faire pour que le club puisse vivre, comment faire pour que l'outil qui est le joueur de football puisse ne serait-ce jouir de ce qu'il fait comme science d'entraînement, comme penser quand il veut aller jouer un match et gagner un match. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans ce football, spécialement je vais parler un peu de la subvention que l'État octroie au club. Oui. Si certains présidents se disent qu'en boycottant, ils font du bien dans le football, pour le football camerounais, je crois que c'est un peu malsain pour eux. Parce que je vais vous dire quelque chose, il faudrait que chaque club puisse s'organiser, de telle sorte que l'aide que l'État les donne, les aide en surplus, de telle sorte qu'on n'ait pas ce genre de problème. Quand vous entourez des gens qui sont incompétents, laisse-moi vous dire, ces gens qui sont tout autour des clubs sont des incompétents. Parce que on peut être président de club, mais quels sont ceux qui sont derrière, à côté de ces présidents de club? C'est des gens qui ne pensent pas pour l'évolution du football camerounais. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. On peut dire pourquoi Ernest est au quartier, pourquoi il ne travaille pas. Je n'ai pas de copains là-bas. Je n'ai pas d'amis qui travaillent dans une équipe de football au Cameroun. Mais j'ai ma conscience que je suis un professionnel. Et une chose qui est sûre, il faudrait que ces gens, un second matin, vont se regarder dans les yeux et se dire qu'ils sont en train de tuer le football camerounais. Ce n'est pas la fédération, parce que moi je vais dire, ce n'est pas la fédération, c'est eux-mêmes qui tuent le football camerounais, parce que s'ils pensent bien qu'ils peuvent bien avoir une équipe de football, entretenir ces éléments qui sont des joueurs de football, des encadreurs, des entraîneurs, et avoir des hommes de qualité, des hommes qui connaissent ce qu'ils font dans ce métier, je crois qu'on va arriver un jour par l'ère du football camerounais. Pourquoi on parle du football camerounais en parlant de l'équipe nationale du Cameroun? Parce que l'équipe nationale du Cameroun, tous ces joueurs évoluent à l'étranger. Et tous ces joueurs qui ont évolué avant, ont gagné les Coupes d'Afrique, ont été des battants. Ils ne pensaient pas attendre la subvention de l'État pour ne serait-ce gagner des compétitions. C'est des gars qui couraient, comme moi je quittais la cité, c'est pour le stade à quoi, en courant, pour aller s'entraîner et rentrer en courant. Aujourd'hui, ça a évolué. Donc il ne faudrait pas que les présidents pensent que les joueurs peuvent le faire aujourd'hui, parce que c'est le monde professionnel. Avant, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, c'est le monde professionnel. Ça veut dire qu'un club doit avoir son propre budget. Un club doit avoir ses propres infrastructures. Ce n'est pas en attendant que l'État vous donne ceci et cela que vous allez dire que, voilà, l'État a actuellement mis en disposition dans les années qui viennent des infrastructures. Comment nous pouvons ne serait-ce que utiliser ces infrastructures? Je crois que c'est le temps de pouvoir se dire des vérités. Et se dire que pour que le football évolue au Cameroun, il faudrait que les gens pensent avec ce qui ont des idées. D'accord. Une dernière je veux juste aller un peu dans ce sens. Rapidement, Jérôme, et puis on passe au débat. Oui, parce que là dans ce qu'il est en train de dire, quand il dit que les clubs doivent chercher leur propre financement, et quand il parle d'hommes,
Ça veut dire qu'il faut des hommes de marketing, des hommes qui ont une agression, un marketing pour savoir où aller chercher de l'argent. Et nous sommes dans un pays de 25 millions d'habitants. Nous sommes dans un pays qui a des contextes. Il faut avoir aussi un bon produit. Oui, mais le produit, on les a. On a les équipes, on a un championnat qui fonctionne. On a un nom qui est reconnu à travers le monde. Il y a des champs d'exploitation. Les champs d'exploitation, il y en a, si ce n'est que ça, par rapport. Et les présidents des clubs doivent pouvoir aller. Comment les autres font en Europe? Il y a des gens qui, certains clubs ont un côté clivage, je ne sais pas, j'ai peur de prononcer le mot pour que ça ne prenne pas une autre tournure, des clivages de famille ou des clivages de tribaux, qui font qu'ils peuvent rassembler des membres pour que vous fassiez quelque chose. Vous pouvez vous engager dans l'agriculture, vous pouvez vous engager dans les transformations, dans les ventes de voitures, dans les ventes de bonbons, de chocolat, dans les ventes, dans toutes sortes d'activités, dans la peinture. Vous pouvez engager votre club dans beaucoup de réalités pour que ça, vous pouvez avoir des partenariats avec des sociétés. C'est un problème d'agressivité marketing, c'est-à-dire que c'est la bagarre permanente. On ne peut pas dire on attend que l'État nous donne pour que nous en mettions dans nos poches et après. Et après Jérôme, dernière réaction sur le sujet. Il faudra tout simplement dire que les compagnies sont presque tout dit. Il faudra revenir que certains présidents ont eu cette habitude-là, croyant que c'est le fait de droit à l'État de les apporter généralement des subventions. Ce qui fait que la plupart des présidents des clubs sont restés dans leur sommet attendant vraiment cette subvention et ils ne venaient pas faire des efforts. Ils ont tout dit ici, là, mais je pourrais tout simplement dire que, spécialement pour cette saison, la plupart des présidents des clubs avaient droit à quelque chose parce qu'il faudra comprendre que il n'y a pas eu certains droits qui n'ont pas fonctionné, les recettes de stade ne fonctionnent pas parce que les stades ne sont pas libres, etc. Donc, il faudrait un tout petit peu que l'État vienne quand même à donner un coup de main à ces dirigeants des clubs-là. Mais un tout petit peu autre que ça, vraiment, on a avancé le mot professionnel dans le football camerounais alors que ce n'était pas encore le moment. Il faut des hommes capables, des hommes prêts, au lieu qu'il faut. Parce que lorsqu'on parle football professionnel, il faut la communication dans des clubs, il faut des agents des clubs, il faut tout un tas réunis dans un pour faire évoluer les choses. Moi, je le dis toujours, j'ai eu à proposer mes services dans des clubs. Mais il faudra, lorsque vous prétendez être professionnel, c'est beaucoup d'ingrédients autour. Aujourd'hui, comme il a dit, c'est le football qui ramène de l'argent. Le football, derrière le football, il y a au minimum 100 personnes qu'on utilise. Et 100 personnes, c'est sans emploi. C'est des joueurs, c'est des entraîneurs, c'est le chauffeur, c'est le kiné, etc. Donc, il faudra avoir des moyens propres pour pouvoir gérer toute cette industrie. Et c'est en quelque sorte, je voudrais dire, des micro-entreprises aujourd'hui. Les clubs, ce n'est pas une appartenance individuelle. Non, ça ne pourra plus fonctionner comme ça. Parce que les individus ne pourront pas avoir assez de clubs lorsqu'ils ne partent pas chercher des partenaires, des sponsors qui puissent ramener dans ces équipes assez de moyens capable de faire évoluer. Ça, c'est d'un. De deux, au Cameroun, on est resté dans l'état d'amateurisme. Il faudra le comprendre. Parce que dans chaque club, il faudra que les clubs pensent faire la transition pour d'autres clubs, je voudrais dire, soit sur le plan local, soit au niveau du Maghreb, soit au niveau de l'Europe. Mais lorsque vous jouez et que vous n'avez aucun plan et que vous ne savez où aller, où vous allez vous arrêter, ça devient complètement la cacophonie. Voilà pourquoi à côté, d'autres réussissent. Vous allez en Angola, les Camerounais se plaisent de jouer en Angola, au Rwanda, au Soudan, même quand c'est difficile. Mais voilà, le Cameroun, les Camerounais se plaisent à aller là-bas. Quand vous proposez un joueur camerounais, viens jouer au Rwanda, viens jouer au Soudan, mais il est plus heureux par rapport au Cameroun. Mais lorsque vous quittez au Cameroun avec la posture d'être Camerounais, footballeur, vous êtes respecté de l'autre côté. Mais maintenant, quitte à voir si vous avez ce plus-value, si vous avez le niveau de ce jeu, de ce championnat. Donc ça fait que vraiment au Cameroun, Ernest venait de le dire, il faudra qu'on arrête de dire c'est mon ami, c'est l'ami de l'autre, c'est l'ami de l'autre. Non, si nous devons tous concourir à ce que le football du Cameroun soit quelque chose de vendable à l'international. Si on passe le temps à vouloir mettre là-dedans la sympathie, l'amitié, on va rester encore 50 ans vraiment plongé. Donc pour vous, Jérôme, le point de départ, ce sont les clubs. Au départ, c'est les clubs. Moi, j'ai joué dans Avenir et dans Caïman. Aucunement, en aucun temps, le président n'attendait que l'État lui donne de l'argent. Il se battait, on ne sait pas quelles voies et moyens.
et on avait nos petits primes d'entraînement, on avait... Que les présidents se battent d'abord. Et comme mon compagnon a si bien dit, et qu'ils attendent plus tard, c'est que l'État les apporte en plus. Mais maintenant... Soit un bonus. Voilà, si on ne peut pas le faire... Et puis je dis toujours, on ne peut pas penser professionnel si on n'est pas entouré de professionnels. Ça ne va pas marcher. C'est clair. Ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il faudra faudra savoir qu'à la fin de la saison, j'ai 2-3 meilleurs joueurs que je dois vendre, que je propose au Coton Sport. Si le Coton Sport est la meilleure équipe du Cameroun et que Coton Sport va prendre pour vendre, par exemple, à une équipe maghrébine en Algérie ou en Tunisie ou en Égypte. Et à partir de l'Égypte, qu'on prenne le même joueur. Et puis les retombées suivront toujours. Mais ici, on ne comprend pas ça. Lorsqu'on venait dire, OK, je vais être agent de club parce qu'il faudra qu'on travaille ainsi, ça commence. Mais on peut voir comme un sorcier. Ils ne savent pas faire. Il ne faudra pas avancer. Et puis, il faudra aussi demander, il faudra demander à l'État de collaborer avec les autres. Nous autres qui connaissons un tout petit peu l'autre côté du management sportif et avec des hommes capables et sérieux pour faire décoller le football. Sinon, on aurait beau discuter. Ça ne va pas avancer. D'accord, merci. Transition et place juste après à la seconde partie de cette émission. Bienvenue dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Un débat qui s'intéresse ce soir au mouvement des joueurs camerounais en cette période du mercato. Et pour démarrer, nous allons mettre tout de suite le cap sur Kigali au Rwanda pour retrouver un jeune footballeur camerounais qui est passé par l'Union sportive de Douala, ici au Cameroun, et qui vient d'être recruté par Rayon Sport Football Club de Kigali. Il s'appelle Philippe Arthur Banen. J'espère qu'il est en ligne déjà. Philippe, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, merci d'être en direct sur STV ce soir. Comment est-ce que vous allez depuis votre arrivée du côté du Rwanda? Déjà, je remercie l'émission, M. Christian Bobo, M. Wafo et Papa Philippe. Je vais très bien. Je ne me sens pas dépaysé. L'accueil a été chaleureux ici au Rwanda. Oui, l'accueil a été chaleureux, c'est bien de le savoir. Alors Philippe Arthur, comment ça se passe l'intégration dans votre nouveau club? C'est un club que vous ne connaissiez pas avant, vous quittez de l'Union, vous êtes à Rayon Sport. Comment ça s'est passé votre arrivée dans cette équipe-là? L'intégration ailleurs comme chez nous est d'après moi toujours une question de caractère et de discipline de base. Quand ces deux éléments tiennent, le reste plus. Donc je suis en plein dans le projet avec Rayon Sport et en entrant bientôt dans le 11 type, puisque j'attends ma licence, le tout sera joué. Et actuellement, les rapports avec mes nouveaux dirigeants sur Rayon Sport, Kigali, sont aussi bons. Il y a vraiment un respect mutuel et avec mes coéquipiers, ils sont tellement gentils. Ils sont déjà essaient de me voir à l'œuvre avec eux et défendre le couleur de Rayon Sport. Alors, vous avez quand même eu le temps, je l'imagine, hein, de regarder les matchs, d'avoir une petite idée quand même sur ce championnat, ce nouveau championnat au Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos impressions, Philippe Arthur, par rapport au championnat rwandais, par rapport à celui du Cameroun, d'où vous sortez? Présentement, je suis encore comme un observateur. Mais je n'ai pas une licence de coaching ou peut-être de journaliste. Mais à vue d'œil d'un championnat, bien sur le plan tactique d'abord, parce qu'au Cameroun, c'est un très grand championnat. Là, je donne un coup de chapeau au Cameroun, mais chez le Camerounais, c'est un peu plus physique, plus cru. Bon, ici, on met plus l'accent sur le plan tactique et tout. C'est un peu ça. D'accord. Avant de vous laisser, Philippe Arthur, quels sont vos objectifs, vos objectifs personnels au Rwanda, avec votre nouveau club?
d'abord, le joueur que je suis, je rêve faire du haut niveau. Oui. Je dois travailler plus. Je me suis passé enfin d'intéresser les grands clubs du globe, quoi. Et avec mon beau club, et bientôt, je dois tout rafler au Rwanda. Je dois tout rafler au Rwanda et même aux autres grands clubs africains. Et mon souhait d'être ici parmi les top du continent. Donc, ce sont mes objectifs. Voilà, pour terminer, il y a sur ce plateau l'ancien footballeur Timothée Makongo qui voudrait savoir comment ça se passe sur le plan salarial. Est-ce que le traitement est meilleur que ce que vous aviez au Cameroun? Déjà, si ce n'était pas meilleur, je ne pouvais pas me déplacer. Je ne pouvais pas laisser mon pays, ma famille, ceux qui me soutiennent, pour quitter et venir dans un autre pays. Déjà, c'est mieux. C'est mieux par rapport au Cameroun. Je dirais même très mieux par rapport au Cameroun. C'est tout. Ouais, d'accord, merci. Merci Philippe Arthur pour d'avoir accepté notre interview téléphonique depuis Kigali au Rwanda. Bonne continuation. Évidemment, on va suivre votre évolution au sein de la Rwanda National Football League. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Ok, merci. Merci bien. Alors voilà, c'était Philippe Arthur Banen, jeune footballeur camerounais qui vient d'intégrer la formation de Rayon Sport au Football Club de Rwanda. Pourquoi vous avez tenu à ce qu'il s'exprime sur les questions financières? Sur la question financière, je ne voulais pas connaître le montant exact, mais je voulais connaître les conditions salariales dans lesquelles il se retrouvait. Parce que pour qu'on veuille sortir du Cameroun et qu'on se retrouve au Rwanda et qu'il reste au Rwanda, ça veut dire que les conditions sur un certain nombre de plans sont meilleures que celles offertes par le Cameroun. Surtout qu'il vient de l'Union de Douala, qui est quand même un des grands clubs du Cameroun, ce qui est aimé. Bon, maintenant c'est toujours intéressant de connaître les raisons, la volonté d'expatriation de ces jeunes là qui sont nombreux à vouloir partir. Il était gentil en disant que le football camerounais est d'un bon niveau, mais en même temps, il a dit que sur le plan des autres, il est un peu brut au Cameroun, mais chez les autres, il y a un côté tactique qui est plus... C'est la question que j'allais poser au coach Mabouka. Voilà, c'est un peu la même lecture, coach Mabouka, quand le footballeur estime qu'ici c'est plus physique. Au Rwanda, on met plus l'accent sur la tactique. Vous savez, la culture camerounaise est toujours... Je peux dire comme la culture allemande. Ça veut dire que nous pensons toujours à faire courir des gens, monter des collines pour ne serait-ce qu'avoir... Ça, vous le dites souvent, ça c'est vrai. Avoir des forces physiques. Mais je dis bien, le football a changé. Et je le dis à chaque moment. Le jour que le président du club va comprendre qu'il y a un programme, qu'il y a une planification au niveau des entraînements, et de laisser les entraîneurs travailler, de pouvoir ne serait-ce que montrer ce qu'ils ont dans leur jargon, quand ils étaient en stage pour avoir les diplômes. Je crois qu'aujourd'hui, l'entraîneur camerounais est condamné dans des méthodes de certains présidents de club. Vous ne pouvez pas me dire qu'une équipe va jouer 11 contre 11 tous les jours, de lundi à vendredi, pour jouer un match samedi. Ça, c'est du surdosage. Ça, c'est de ce qu'on appelle overload en anglais. Vous voyez un peu, et c'est ça qui garde le football camerounais, puisque le président attend pouvoir jouer deux camps pour être satisfait. Je crois que sur le plan tactico-technique, ce jeune homme a relevé beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on puisse savoir, qu'on puisse reconnaître que nous sommes en train de tuer le football camerounais, nous les techniciens, parce que nous ne nous libérons pas de ces présidents qui veulent nous dire ce que nous devons faire à l'entraînement. Le président du club ne connaît pas d'abord les contenus de ça. Quel est le rapport avec le président du club? Non, parce qu'ils sont les premiers à dire que jouons deux camps. Ils sont les premiers à dire que c'est moi qui ai fait gagner les matchs à cet entraîneur. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et ce jeune a peut-être titillé un peu les oreilles de certains techniciens camerounais. Je crois qu'ils ont de la valeur. Il faudrait qu'ils mettent cette valeur pour que
le football camerounais décolle. Le football, moi, je peux vous dire, j'ai passé une réunion la semaine passée avec la direction technique nationale qui avait réuni tous les entraîneurs camerounais pour déjà penser à jouer un système de jeu dans les équipes nationales. Ce qui est important, parce que là, la direction technique apporte quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, en ce qui concerne les clubs, que les présidents des clubs comprennent qu'il y a quand même une planification au niveau de l'entraînement et que pour que tu aies de beaux jeux, pour que nous jouons le ballon quand vous regardez le niveau du championnat sud-africain que j'ai été pendant des années, de la deuxième en première division, vous regardez la vitesse de croisière qu'une équipe quand ils ont le ballon, la façon qu'ils bougent avec ce ballon-là, vous ne comparez pas avec le football camerounais. Je crois qu'il y a quelques coachs que quand vous regardez aujourd'hui, je peux dire à l'occurrence M. Doubert Bosso, je l'ai vu développer un football quand il était à Young Sport Academy. Et je crois qu'aujourd'hui, il le fait dans Coton Sport de Garoua. Je crois qu'il faudrait que les gens comprennent que nous ne sommes plus à cette époque-là où il fallait cavaler le mont Fébé pour avoir des joueurs typiquement physiques, qu'il faudrait qu'on essaie de changer un peu notre manière de faire. L'Angleterre l'a changé, l'Angleterre l'a fait. C'est pour ça qu'on recule les Pep Guardiola aujourd'hui. On voit Arsenal jouer avec Arsène Wenger, parce qu'avant, on se disait le kick and run. Et maintenant, ce n'est plus ça. C'est le tiki-taka. Quand vous regardez tous les clubs anglais, quand vous regardez Liverpool jouer aujourd'hui, ce n'était pas le Liverpool qui jouait le ballon avant. Il faudrait que c'est ce que nous devons penser pour le football camerounais. C'est ce que les présidents de clubs doivent ne serait-ce que mettre dans leur tête en se disant que nous avons des techniciens qui sont formés au Cameroun, nous avons des techniciens qui sont formés à l'étranger. Écoutons-les, laissons-les des bras libres, donnons-les le temps de travailler. Vous voyez un peu. Je crois que ce jeune aujourd'hui nous dit les quatre vérités. Ce qu'il a vécu dans l'Union au niveau de ses entraînements, c'est pas ce qu'il a dans ce club. Parce que le club travaille plus tactico-technique. Ça veut dire que quand vous connaissez déjà tous les aspects tactico-techniques, dans un match de football, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il faut faire ceci et cela. Je crois que là, le joueur a touché un point assez important à Oninga. Pour moi, c'est une honte qu'un footballeur camerounais de de l'Union de Douala se retrouve à Kigali, au Rwanda. C'est une honte. J'ai envie de pleurer. C'est une honte. Pourquoi? Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est une honte. Un Camerounais de première division dans l'Union de Douala qui se retrouve à Kigali. C'est une grosse honte. Minimum dans un pays où le championnat est supérieur à celui du Cameroun. Mais c'est une honte. Honnêtement, franchement, en fait, ça revient à ce qu'on était en train de dire, l'organisation du football camerounais. Parce que si le football est bien organisé ici, si le football est bien pensé ici, les jeunes comme celui-là, j'ai regardé des images, ils jouent aussi bien du pied droit que du pied gauche. Moi, je sais voir les joueurs, c'est mon métier. Il n'a pas allé à Kigali. Pourquoi le petit se retrouve à Kigali? Tout simplement parce que ici, il ne s'en sort pas financièrement. Il a besoin d'aider sa famille. C'est pour ça qu'il va n'importe où. Parce que Kigali, pour moi, dans le football, c'est n'importe où. Voilà, donc je pense que franchement, vous ne deviez même pas montrer ce genre d'image. Ça peut être aussi un tremplin, c'est important. Ah non. C'est important quand même de suivre les Camerounais qui sont à l'étranger, où qu'ils soient. Croyez-moi, je vais vous expliquer comment le football marche. Expliquez-nous. Après, vous allez nous dire un peu combien de joueurs vous avez placés aussi dans les grands championnats. Ça, je pense que je ne suis pas là pour parler de moi. On est là pour parler de vous êtes agent de joueur à Oninga, ce serait important quand même. Je pense que vous ne m'avez pas convié pour parler de moi, mais je peux vous donner 2-3 noms, il n'y a pas de souci. Alors moi, je pense que franchement, c'est une honte. C'est une honte, pourquoi? Parce que Kigali, le Rwanda ne peut pas, je pense, ne peut pas être un tremplin pour ce genre de joueurs. Le Cameroun est plus qu'un tremplin, parce que le Cameroun est une nation de football reconnue internationalement. Ok? Un recruteur européen, quand il veut aller en Afrique, il regarde d'abord le Maghreb, ok? Ensuite, en Afrique subsaharienne, il commence par regarder le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est pas Kigali. Donc, si vous enlevez un joueur talentueux du Cameroun pour le renvoyer à Kigali, pour moi, il est en train de se perdre.
Jeune homme, reviens au Cameroun, s'il te plaît. Reviens dans l'Union. Dans l'Union, tu auras peut-être la chance d'être vu. Et moi, je pense que c'est une honte. Je pense qu'il faut réorganiser le football camerounais. Il faut que les présidents de clubs arrêtent de penser qu'ils savent tout faire. Okay? Le football professionnel, comme disait le coach, c'est une affaire d'organisation de plusieurs techniciens qui sont chacun aguerris dans un domaine précis. Okay? Que les présidents de clubs fassent confiance à ces techniciens et que le football camerounais soit rehaussé, tout simplement. Parce que quand je regarde ce genre d'image, un jeune aussi talentueux à Kigali, on parle transfert, on parle mercato, on s'intéresse évidemment au comportement des footballeurs camerounais sur le marché des transferts internationaux en ce moment, puisque c'est le mercato. Et je disais tantôt, vous êtes intermédiaire, donc vous êtes agent de joueurs. Si vous nous donnez quand même quelques noms des joueurs que vous avez pu... Moi, j'ai collaboré avec les très très grands noms du football. C'est la collaboration, ça. Oui, bien sûr. Le football, c'est une collaboration. C'est pour ça qu'on c'est une collaboration. C'est pour ça qu'on parle d'intermédiation. Ouais. C'est une collaboration entre deux partenaires ou trois ou quatre, ça dépend. J'ai collaboré avec de très très grands noms. De très très grands noms. Je ne suis pas là pour parler de moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis là pour essayer d'apporter mon expertise pour le rayonnement du football camerounais. Donnez-nous quelques noms, Raoninga. Oh, j'ai collaboré avec pas mal de grands joueurs, pas mal. Et je continue, je préfère rester... Il n'y a pas un joueur qui s'appelle grand joueur. Ces joueurs-là doivent avoir les noms. Je préfère rester dans l'ombre, comme j'ai toujours fait. Travailler dans l'ombre, je n'ai pas envie j'ai pas besoin Là, vous faites de la littérature. Donnez-nous quelques noms. Vous faites de la littérature. Je pense que je ne suis pas obligé. Alors, avec vous, Jérôme, je voudrais un peu avoir votre avis. Quelle est l'analyse que vous faites globalement du mouvement des joueurs camerounais sur le marché en ce moment? C'est vrai que sur le plan international, le championnat camerounais étant ces derniers temps ce championnat qui traîne la patte et donne aussi assez de difficultés aux footballeurs qui évoluent sur le plan national. Ça fait que c'est vrai, on vient de voir un qui a choisi d'aller plutôt du côté de Kigali au Rwanda et ça fait que ça n'a pas tellement d'ingrédients. On a déjà passé. On parle d'autre chose maintenant. Je ne sais pas pourquoi vous faites un focus sur ce joueur. Moi, je vous demande les noms. Vous ne donnez pas les noms. Oui, mais non, donc, on a travaillé. Moi, j'ai travaillé particulièrement avec... j'ai fait déplacer 2 ou 3 joueurs du côté du CFA en France pour la Pologne. Donc, vous n'allez pas aussi donner les noms? Non. Je peux donner un nom, par exemple, Tedon Berouis. Voilà, qui sortait du CFA2. Pour une équipe de première division du côté de la Pologne. Bon, et en ce qui concerne les joueurs même sur le plan local, voilà, sur le plan local, est-ce que vous en avez quand même, vous avez pu les prendre, sur le plan local, comme je disais la dernière fois que j'étais là, sur le plan local, c'est déjà une très grande bagarre avec les présidents des clubs qui ne vous donneront pas des joueurs comme vous voulez parce que ce sont eux qui donnent les titres de sortie pour ces joueurs. Ça veut dire, aussitôt que vous venez prendre un joueur pour le proposer quelque part, il faudra collaborer d'abord avec le président du club qui ne vous rend pas la tâche facile parce qu'il dit les dépenses, c'est moi qui les engage et il faudra que par la suite les profits ou alors la sortie du joueur reviennent pour moi. Donc ça fait que sur le plan national... Ça ne se fait pas. Oui, ben, ça reste sur ce plan d'amateur, comme je le dis. C'est pas aussi ça. Mais il faudra dire que on a travaillé avec des gens, on a travaillé avec certains joueurs au Cameroun, soit dans l'Union de Douala, qui sont partis du Portugal, et soit du côté des Astres, qui sont allés du côté du Minnesota aux États-Unis et autres. Mais bon, vraiment, je n'ai pas fait la publicité de nous sur ce plateau. Ça ne me dérange pas. Mais... vraiment, ça ne me dérange pas. Il faudra dire. On recherche l'information. Là, c'est une information qu'on peut avoir. On a travaillé avec des gens. On a même encore certains joueurs sous la main qu'il faudra faire et transférer du côté de l'Occident. C'est vrai que le marché de transfert étant fini de ce côté-là. Mais on a toujours des intermédiaires de ce côté qui nous font l'offre, qui nous font la demande. Et quitte à nous de voir les joueurs qui correspondent à ce profil pour pouvoir les faire transférer. Et quels sont les profils les plus sollicités, par exemple? Les défenseurs centraux et les gardiens de but. Généralement, parce que au niveau de la zone offensive, on a plus des Maghrébins qui excellent très bien à ce poste-là. C'est-à-dire le profil, lorsque
Et on a besoin des attaquants, on a plus besoin de joueurs qui sortent du Maghreb. Si vous avez la chance d'évoluer dans ce championnat, bon, il est encore plus facile de vous transporter pour l'Europe facilement. Mais moi, je dis toujours, il sera préférable que lorsqu'un joueur quitte un championnat comme celui du Cameroun, qu'il passe soit en Afrique du Sud, soit du côté du Maghreb pour s'acclimater, pour prendre un certain niveau avant de basculer directement du côté de l'Europe. C'est pour ça que moi je propose toujours à certains joueurs que j'ai eu l'occasion de côtoyer de passer soit au niveau du Maghreb ou alors au Balkan. C'est-à-dire que dans les pays, la Serbie, la Macédoine et tout ça, avant de retrouver l'autre côté de l'Europe. Sinon, le joueur qui arrive là 6 mois, 4 mois, 6 mois, il va se garer complètement. Parce qu'il va passer le temps à regarder les choses luxueuses, les voitures, les rues, etc. Il sera distrait. Donc, ça, c'est ce que vous avez constaté parfois? Oui, ça c'est une vérité vraie. Ernest a fait l'Asie. Il peut vous dire, mais bien sûr, les joueurs se garent lorsqu'ils quittent du Cameroun et qu'ils arrivent de l'autre côté, s'il n'est pas psychologiquement prêt. Déjà, il va passer le temps à respecter son coéquipier. Il est venu jouer au football. Il passe le temps à respecter son coéquipier parce qu'il est un Européen, il est occidental. Ce petit truc. Donc, ça fait que il faudra déjà éduquer le joueur. Et, je ne sais pas, lui donner assez de conseils pour lui dire, ben voilà, tu vas jouer au football. Tout comme toi, tu attends le contrat, nous aussi, nous attendons ce même contrat pour pouvoir avancer et travailler avec les autres parce que c'est un échec lorsque un intermédiaire de l'autre côté vous sollicite et vous demande un joueur de tel profil, que vous prenez le risque d'avoir le joueur et qui vous dit non, mais ce n'est même pas ça. Ça fait que de temps en temps, il ne revient plus vers vous. Donc, il faudra, quand vous faites partie du joueur, que vous l'avez suivi, que vous l'avez observé au moins pour 1 ou 2 mois. Si vous n'avez pas cet œil déjà, j'ai eu la chance d'avoir aussi la licence d'entraîneur, d'appeler d'autres gens pour dire, ok, regarde, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a cela. Lorsque c'est complet, on dit, ok, vas-y, va faire l'essai. Et puis tu es là pour vendre toi et nous qui sommes agents. Voilà, donc... D'accord, je vais revenir sur les problèmes tout à l'heure, le temps pour... Oui, je voulais relever certains points parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise des 4 vérités. Vous voyez le football camerounais, pour qu'un joueur camerounais quitte ici et aller jouer dans le championnat, les grands championnats, c'est un peu difficile. Pourquoi? Sur le plan communicationnel. Je vais vous dire, vous demandez à un joueur camerounais, est-ce que vous avez la vidéo? Il ne va pas vous dire que j'ai la vidéo. D'abord, c'est quelque chose que nous ne concevons pas ici au Cameroun. Ça veut dire que le joueur et les dirigeants de club se disent que... Pas de vidéo, pas de page Facebook, pas de dossier de presse. Donc c'est autant de choses que... Aujourd'hui, quand nous parlons des grands championnats en Afrique, les pays Maghreb, l'Afrique du Sud, d'Angola, c'est le haut niveau. Je vous rappelle, en 91, je suis arrivé à Primero d'Agosto, quittant le Dynamo de Douala après la fête de la Coupe Cameroun. Mais je suis arrivé, j'étais logé à l'hôtel 5 étoiles. Vous étiez en train de regarder la route aussi. Oui, mais non, pas le regarder la route. Mais ça veut dire que j'avais jamais... Je suis arrivé en jouant, en m'entraînant la première séance d'entraînement à Primero d'Agosto. J'ai vu l'organisation de l'entraînement. Je me suis dit que voilà le football qui commence maintenant. Quand je quitte donc de là, je m'en vais jouer au Vietnam, je trouve un autre monde. Je me dis que je suis toujours en train d'apprendre, mais j'apprends ce que je n'avais jamais vu dans mon pays. Donc il faudrait qu'on essaie de dire la vérité aux gens. Ça veut dire que nous ne disons pas qu'on a des produits sûrs à vendre sur le marché de football, dans le marché mondial. Aucun joueur camerounais ne quittera ici aller jouer dans les grandes équipes. Pourquoi avant ça s'est passé? Je vais vous donner un exemple. Saint-Etienne ou Paris Saint-Germain venaient au Cameroun faire les mises au vert. On jouait contre Union de Douala, contre Saint-Etienne avec Panda, et puis les Roger Mila, on découvrait des joueurs comme les Roger Mila et autres. C'était ça. Je crois que ce qui était à cette époque-là, organiser le football camerounais, et avec le peu des infrastructures qu'on avait au Cameroun, les clubs quittaient de l'Europe pour venir faire les mises au vert au Cameroun. Regardez la majorité des clubs qui quittent de l'Europe, comme en Angleterre, aller jouer les grands tournois en Afrique du Sud. Ça révalorise le championnat. Vous voyez Manchester United qui va jouer contre Paris et Kaizer Chiefs. Pourquoi le joueur sud-africain ne sort pas du pays? Parce que quelque part, il a la même valeur que le joueur anglais, il conduit la même voiture que le joueur anglais. Donc il faudrait qu'on se dise des choses. Je crois que tu as quitté de Coton Sport de Garoua pour un club algérien. Il a été vendu par un des agents de joueurs camerounais.
Il est actuellement signé, il était à l'équipe nationale A', il n'est plus là, il est là-bas, parce que quelque part, on a vu quelque chose à ce joueur. Donc, il faudrait que maintenant, pour qu'on essaie d'arriver au top niveau, revaloriser notre championnat et que ceux qui organisent le championnat camerounais puissent ne serait-ce que faire en sorte que qu'on puisse, on a les infrastructures maintenant. Ça veut dire qu'à Japon, on peut jouer un match Manchester United contre la Dynamo ou Union de Douala, qu'on parvient à pouvoir le faire pour ne serait-ce que avoir une vie, que nos joueurs aient une visibilité. Donc je dis qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse vendre les joueurs, utilisons ce produit qu'on nous a donné avec le gouvernement, nos stades que nous avons, nous n'allons pas jouer sur les terrains durs et que les clubs puissent s'organiser à pouvoir ne serait-ce que savoir faire le marketing de ces joueurs et savoir ne serait-ce qu'à amener à ces joueurs à être professionnels dans le Je voulais ajouter quelque chose. Oui, Timothée, à votre époque, vous avez été ancien footballeur. Oui, je voulais d'abord, avant de répondre à ta question, avant que tu poses ta question, avant que je... Vous ne savez même pas ce que je veux vous demander. Non, parce que... Allez-y. C'est parce que je vais aller... Tout à l'heure, ça c'est pour l'attention des téléspectateurs. Raoul a donné une précision qu'il a un peu renchéri et que lui renchéri à sa façon aussi, c'est que la collaboration est une machine. Et cette machine-là, si elle n'est pas acceptée par l'organisation locale, elle se casse la gueule. Parce que la machine, c'est quoi? Ça veut dire que avant, il a dit, avant les clubs sont venus au Mali, le Saint-Étienne au Mali, ils ont pris Salif Keita, on a pris, comment on l'appelle ici, à Poitiers, on a pris Léayoum, qui était allé, tout côté Jean-Pierre sont allés, parce qu'il n'y avait pas encore une réglementation, une organisation. Nous entrons dans une mondialisation qui est très très serrée, très subtile, et où il faut absolument être professionnel. Et c'est ce que Raoul essayait de soutenir tout à l'heure en disant que au moment, il est dans un groupe, ces collaborations, chacun a un rôle bien précis à jouer. Et je ne sais pas, Manchester peut avoir son groupe, et dans son groupe dit qui est-ce que nous avons en Afrique. Et celui qui est en Afrique, il a exactement tout le dispositif, la constitution. Donc, lui, quand il vient ici, quel est le problème qu'on a ici? Quand il vient ici, pour essayer de mettre en marche cette richesse, parce que nous avons une pureté dans nos produits camerounais qui sont nos footballeurs. Il y a des joueurs purs, nous avons des races pures de footballeurs. Quand ils viennent ici, ils sont tout de suite confrontés, un, au président de club, deux, à la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que eux, ils ne sont pas encore entrés dans cette ouverture internationale de marketing. C'est pour ça que, comme me dit même quand on a réussi à battre, un agent de joueur camerounais a vendu un joueur quelque part, de coton quelque part. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une réglementation qui est extrêmement... Qui fait que les gens ne sont pas au courant. Les présidents de club eux-mêmes ne veulent pas s'ouvrir. Dans cette négociation, le président de club, lui, le pensait. Parce que la plupart des présidents de club sont devenus les agents de leurs joueurs, entre guillemets. Même sans avoir la valeur réelle d'agent, ils sont agents de leurs joueurs. S'ils pensaient, s'ils réfléchissaient, ils diraient autant entrer dans cette collaboration pour m'intégrer progressivement dans ce système qui prend de l'ampleur. Et nous avons de quoi? Nous avons du produit ici au Cameroun. Or, la réalité camerounaise, c'est une réalité d'égoïsme. Je suis président de Baganté. Ils savent tout faire. Je sais tout faire. Je tiens mon club, je suis le patron, je suis Dieu. Les présidents sont des dieux. Et c'est pour ça qu'il dit que la véritable ouverture qu'il faut donner aux téléspectateurs, c'est leur dire que la plupart de nos dirigeants de club, et même de nos dirigeants sportifs, depuis l'État du Cameroun, sont des hommes fermés qui refusent le développement, mais qui vont dans tous les colloques de la planète Terre. Quand il y a un colloque aux États-Unis sur le football, ils y sont. Il y a un colloque, mais ils refusent toute pénétration pour être dans une communauté de collaboration. Dans ce que disait Timothée Bakongo, je voudrais tout simplement dire que la Fédération camerounaise de football devrait déjà penser à regrouper ceux qui se disent agents de joueurs du côté du Cameroun pour pouvoir travailler en synthèse collaboration avec les entraîneurs et les présidents des clubs. De deux, le ministère des Sports devrait accompagner ces agents parce qu'il faudra dire tous travaillent pour l'intérêt du football camerounais. Eh bien, si chacun vient
Le ministère des Sports a quand même confié ce rôle à la fédération. Oui, il revient donc. Les deux devraient travailler. Oui, les deux devraient travailler ensemble. Les deux devraient travailler ensemble. Parce que moi, je prends un tout petit peu. Je suis en train de prendre le cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Je prends l'exemple en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Les agents de joueurs là-bas ont une organisation aussi superbe que ça, qui est gérée par le ministère des Sports. Parce qu'il faudra comprendre qu'il y a des pays où, je ne sais pas s'il a les mêmes difficultés que certains de nous, se déplacer déjà, aller accompagner le joueur n'est pas facile. Puisqu'il y a les pays où n'ont pas des ambassades au Cameroun, il faudra aller peut-être passer par le Nigeria, prendre un visa, ou alors passer par le Maghreb, pour ceux qui ne sont pas représentés ici. Là. Donc ça fait que c'est là où j'interpelle le ministère des Sports, l'accompagnement de certains trucs. Parce que moi je dis, en Afrique australe, les agents de joueurs sont vraiment soutenus et accompagnés. Moi, je crois que aussi du côté du Cameroun, les gens se battent énormément pour vouloir relever ce football avec le peu de moyens et les relations qu'ils ont du côté de l'Occident. Et ça fait que, par moments, c'est pas facile. C'est pour ça que vous allez mettre en route seul le joueur, sans accompagnement. Et comme je le dis, il arrive quelque part, il est égaré. Parce que l'impression où il sort, il est, ça fait quelque chose de pas facile. Mais si l'argent accompagne de temps en temps le joueur, ça fait que, vous avez vu par exemple Abou Daga, pourquoi est-ce qu'il part du Cameroun par la fin? Parce qu'il faudra de temps en temps qu'il mette de ses moyens. Et lorsque le joueur ne réussit pas, ou alors lorsque vous avez pu, par l'intermédiaire qui est de l'autre côté, peut positionner le joueur qui refuse de vous reverser certains frais, vous n'avez pas les possibilités de traverser pour aller. Tout ça n'est pas codifié. C'est codifié, mais justement, c'est pas réglementé. Le problème au Cameroun est plus profond. Parce qu'on avait quand même pu avoir sur cette question les réactions des agents comme Christian Bongo, qui s'y connaissent très bien. Il y a quand même un certain réglementation, c'est vrai. Réglementation qui est là pour cette activité-là. Le problème est plus profond au Cameroun. Premier point, il faudrait éduquer les joueurs. Les joueurs. Voilà, les joueurs ne sont pas éduqués. Moi, les présidents du club vous m'avez les présidents, les joueurs, pareil. Vous m'avez demandé de citer les noms, je n'en citerai pas parce que je suis pas là pour faire ma publicité. Mais ils se connaissent, ils se reconnaîtront. J'ai eu beaucoup de difficultés au Cameroun à faire sortir des joueurs. Ils se reconnaîtront. Ils me regardent à la télé. Ils savent de quoi je parle. Hein. Je me suis retrouvé avec des mecs qui n'avaient pas de carte d'identité, ils n'avaient pas de passeport. Il fallait que moi, je mette la main dans la poche pour faire tout. Ça revient à ce qu'il dit. Voilà, premier point. Deuxième point, je ramène un joueur, je signe un contrat de médiation avec lui. Je suis dans l'avion avec le joueur. Un autre agent camerounais m'appelle qui me dit, mais où est-ce que tu vas avec mon joueur? Très bien. Le joueur a signé 15 contrats de médiation avec 15 agents différents. Très bien. Pourquoi? Parce que le premier qui vient, qui lui dit, ouais, moi je vais t'amener en Tchétchénie, je vais t'amener à Kigali, il signe. Il ne sait même pas ce qu'il signe. Exact. Il signe. Donc, je ne citerai pas des noms, parce que je reste humble, mais ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. J'ai eu beaucoup de difficultés ici à collaborer avec les footballeurs camerounais. Honnêtement, j'ai beaucoup travaillé avec des footballeurs étrangers. J'ai essayé à travers un ami à moi à qui je passe le bonsoir d'ailleurs, le président Essombe, de collaborer ici avec... oui, parce que c'est lui qui m'a ramené pour collaborer avec certains footballeurs ici. J'ai eu beaucoup de difficultés, ils le savent, beaucoup de difficultés. J'en ai ramené à l'étranger. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait éduquer les footballeurs déjà. Il faudrait les éduquer, les sensibiliser. C'est à ça que sert l'association des footballeurs. Voilà. L'association, ce n'est pas de prendre juste l'argent, mettre dans la poche. Elle a un rôle, l'association des footballeurs. Vous me dites qui va les éduquer. L'association des footballeurs, en plus, qui est par un ancien footballeur qui a fait le monde entier, qui est une légende africaine, qui connaît le football. Pourquoi ils ne font pas leur boulot dès qu'on les nomme? Je ne comprends pas. Non, attends, je crois qu'ils le font. Vous étiez, un instant, quand vous étiez en train de parler, vous avez dû mettre la main dans les poches des joueurs qui n'ont pas de carte d'identité. Oui, j'ai investi. Est-ce que vous avez quand même pris le temps, justement, de suivre un joueur? Ah, bien sûr, je les ai ramenés personnellement, j'ai suivi personnellement. Encore, c'est pour ça que je parle d'éduquer les joueurs. Après, tu ramènes un joueur, c'est bien beau, tu investis de ton argent,
Mais ça ne suit pas parce que le joueur est déjà indiscipliné. Il ne sait même pas ce que tu fais pour lui. Hein. Il est indiscipliné. Moi, j'ai ramené des jeunes joueurs j'ai ramené un jeune joueur qui était blessé. Hein. Il était blessé. Il jouait dans l'Union de Douala. Ils se reconnaîtront. Hein, je ne cite pas de nom. Ils se reconnaîtront. Il était blessé du genou. Ligament croisé. OK, ligament croisé. Et son président me l'a offert quand même, étant blessé. OK. Je l'ai ramené en Tunisie, étant blessé. Le club l'a soigné en Tunisie. Et il y a eu un scandale derrière, disant que moi, j'avais pris de l'argent au club. Alors qu'on a soigné le joueur qui était blessé, qui n'était même plus un joueur de foot. Aujourd'hui, il rejoue au football, grâce à Dieu, grâce à ce club tunisien qu'il a opéré quand même, une opération de ligament croisé, et il a fait une super bonne rééducation dans ce club. Aujourd'hui, il rejoue au football. Voilà, donc, j'ai pas envie de citer ce que j'ai fait pour le foot. Le foot, c'est ma passion. J'ai toujours fait du foot depuis tout petit. J'ai été footballeur, je suis agent de joueur, je continuerai de le faire si Dieu me donne la santé. Donc, je suis pas là pour citer mes espoirs. Coach. Oui, je voulais dire quelque chose, parce que Raoul a dit, en train de dire quelque chose. Je dis, hier, j'étais au téléphone avec un jeune joueur camerounais. Il est arrivé dans un pays qu'on appelle Ouzbékistan. Oui. Le Kurdistan. Ouzbékistan. Ce joueur, avant de quitter ce Cameroun, je lui ai dit que ce pays où tu pars, c'est très difficile. C'est ça. Et de deux, on ne te paiera pas même comme tu peux rester chez toi manger même le manioc. Et hier, il m'a appelé, il m'a envoyé un message. J'ai dit, je t'avais dit ça avant. Et j'avais dit à toutes ces personnes-là. Parce que ici, il faut éduquer même les dirigeants de club. Bien sûr. Il faut éduquer le joueur en lui disant qu'il y a des pays dans le monde entier, quand vous quittez votre pays, vous arrivez là-bas, vous allez regarder les bonnes voitures, mais jouer au ballon, ça ne sera pas ça. Et comme l'argent que vous allez gagner, la chance, parce que moi j'ai eu la chance que mon neveu était parti dans ce genre de pays. Didier Mbendié, tout le monde le connaît. Il est arrivé au Ouzbékistan, il s'entraînait avec un club de 4e division. Il gagnait 200 euros par mois. Il était logé et il doit manger avec ces 200 euros. Et imaginez-vous qu'un club camerounais qui utilisait ce joueur au Cameroun s'est dit qu'ils attendent de l'argent parce que ce joueur est déjà parti hors du Cameroun. Oui. Et après 5 ans, ce joueur ne fait plus dans le ballon parce qu'il est parti dans un pays où les dirigeants ne sont pas informés et son manager en question n'est pas bien informé. Et je vous dis bien, c'est ça qui fait le mal. Il est parti seul? Il est parti avec un des agents que je ne peux pas citer le nom aujourd'hui, que je connais, un enfant, un garçon il est parti avec un commerçant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des agents, il y a des commerçants. C'est un gars qui fait dans le câblage. Qui a eu le temps de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir les contacts à l'étranger, d'amener les jeunes Camerounais. Et il a pris parmi ces joueurs, peut-être 4 joueurs de Dynamo. Ok, moi je parle parce que j'étais dans la Dynamo. Je leur avais prévenu que vous allez arriver là-bas. Ça sera autre chose. C'est pas ça le football. C'est qu'il faudrait éduquer tout le monde qui est tout autour des clubs. Parce que en se disant que, je vais vous dire quelque chose. Ils viennent parler. Si un joueur quitte pour le pays Maghreb, quel qu'en soit le cas, même s'il n'est pas payé, il sera payé comme l'Inde a été payé. Ça veut dire qu'au cas où on veut faire n'importe quoi, la FIFA va intervenir et il sera bien payé. Mais pas au Ouzbékistan. Et il y a des joueurs qui quittent ici. Quand tu arrives en Afrique du Sud, la première des choses, ton billet d'avion est déjà remboursé. Oui. Et de deux, tu es bien logé. C'est à toi maintenant de prendre ta chance en main. Et je vais vous dire quelque chose. Il faut demander à Patrick Tignan. Il est heureux aujourd'hui, il ouvre des boutiques en Afrique du Sud parce qu'il a joué le ballon en championnat des Sud-Africains pendant 12 ans. Voilà sa 12e saison. Non, j'ai dit 12e saison. Donc, c'est pour vous dire que au Cameroun, il faudrait qu'on essaie d'éduquer tout le monde pour que nous devenions une machine professionnelle parce que nous avons de l'art, nous avons des gens, nous avons ces joueurs, nous avons du produit. Mais il faudrait que les présidents puissent respecter le produit qu'ils en ont. Si un président de club se permet à dire n'importe quoi à un joueur dans les tribunes, mais ce n'est pas lui qui va vendre ce joueur. Il entraîne plutôt de tuer la carrière du joueur. Il entraîne plutôt de ne pas faire le marketing, de faire ce qu'on appelle
le sabotage du marketing. Parce que je crois que le meilleur footballeur est celui qui est plébiscité, le meilleur footballeur est celui qu'on jugeote, le meilleur footballeur est celui qu'on croit. Donc je crois qu'il faudrait que tout le monde, tout autour de ce que vous avez mis comme thème de ce soir, puisse ne serait-ce que regarder dans le droit chemin en se disant que pour que nous soyons professionnels, il faudra vraiment... Tout le monde doit s'expliquer. Raoul et puis Timothée. Juste une précision. La précision, c'est que pour parler de son jeu du Kurdistan, comment ça dit? Ouzbékistan, hein, en réalité, ça doit être comme ça, parce qu'aucun agent de joueur ne peut fonctionner sans certification de la fédération concernée. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas un championnat bien payé sans que tu aies un certificat. Le président de club va délivrer. Ça veut dire le certificat de la fédération camerounaise de football. Attention, pas la libération du. Non. Il faut une certification. Non, il a été le président de club camerounais. Le président de club est parti chercher et on a donné à ce monsieur-là. Il est parti avec les bon, d'accord. Donc il y avait ça. Il y avait la certification. Raoul. Moi, la précision que j'aimerais ramener ce soir aux Camerounais, aux organisateurs du football au Cameroun, c'est de savoir qu'on ne vend pas un joueur. Du moment où vous employerez ce thème, vendre un joueur, il y aura toujours des commerçants qui vont venir vous prendre les jeunes pour aller leur vendre. Ça, c'est le langage commun. Okay? On ne vend pas un joueur, on transfère un joueur. Voilà. Du moment où vous parlerez toujours de vendre un joueur, il y aura toujours des commerçants qui vont débarquer je ne sais où pour venir prendre des jeunes et aller les vendre. Alors, donc arrêtez de parler de vendre. Une petite précision par rapport à ce qu'il dit là. On a eu beaucoup de joueurs qui se sont égarés du côté de l'Asie. Moi, on m'a interpellé pour récupérer 2 joueurs qui sont perdus du côté du Vietnam. Parce qu'on a été les vendre. Exactement, du côté de Ho Chi Minh. Et ça a eu tous les pertes. J'étais obligé de passer par des contacts un peu difficiles. J'étais obligé à perdre un moment Jérémy Dita pour qu'on essaie de sortir le joueur du gouffre. Parce que à Ho Chi Minh, il fallait que le joueur paye ses entraînements en attendant la saison. Donc, il faudrait comprendre que, les présidents de club ne pensent qu'à leur poche. Ils pensent qu'à leur poche. Vous savez pourquoi au Nigeria, au Ghana, tous ces pays anglophones, il y a plus de joueurs à l'étranger? Parce que les présidents de club et les agents ne pensent pas à l'argent avant. Ils pensent au travail. Ils transfèrent un joueur et ils vont attendre dans 3-4 ans les retombées. Il faut que le joueur soit performant, pour que les retombées arrivent. Mais nous, au Cameroun, à peine vous renseignez sur un joueur, le président vous dit, le club donne combien. Et le président ne pense qu'à 50 000 $ qu'on va lui donner, parce que c'est le tarot ici, 50 000 $ qu'on va lui donner. Il ne pense pas à la carrière du joueur. Il faut penser sur le long terme. Parce qu'un joueur, ce n'est pas du pain, ce n'est pas de la marchandise. Un joueur, il faut un plan de carrière. C'est au bout de ce plan de carrière que les retombées arrivent. Le football, c'est une machine à sous. Je vais ajouter en disant que si vous avez connu un joueur zimbabwéen qu'on appelle Benjani Wareware. Exactement. Jomo Sono, qui est un Jomo Cosmos Football Club, a gagné de l'argent à travers ce joueur jusqu'au moment où le joueur est venu jouer en Afrique du Sud à Vilbert. Et il a joué à Manchester City. Vous savez combien Njomo a gagné? À chaque transfert de ce joueur, depuis la France, l'Angleterre, parce que quand tu connais le foot, c'est comme ça que ça marche. Tu ne penses pas qu'à 50 000 $. Il faut éduquer, il faudrait qu'on essaie d'éduquer tout le monde pour que nous puissions arriver à... Ils ne connaissent pas le foot et ils manquent d'idées. Au lieu de s'entourer des gens qui ont une autre expertise de foot, ils ne veulent pas. Ils les repoussent en plus. Donc je pense que les Camerounais gagneraient à ne plus être égoïstes, à collaborer, comme on a dit, parce qu'il faut reconnaître que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. On ne peut pas tout connaître. Alors, je voudrais avoir votre avis, coach, sur une préoccupation qui revient généralement. On parle de la qualité du joueur camerounais aujourd'hui, et certains observateurs estiment que on n'a pas de bons produits, entre guillemets, pour pouvoir placer sur le marché international du transfert. Qualité de la formation dès le bas âge. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Ah oui, parce que regardez, quelle est la structure qui vend plus de joueurs maintenant au Cameroun? Si vous ne savez pas. Encore une fois, vous vendez les joueurs. Non. Quelle est la structure qui transfère les joueurs aujourd'hui au Cameroun? C'est... Laisse-moi ne pas faire la publicité, c'est les brasseries.
C'est l'école de football. L'école de football. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Pourquoi? Non, attends, on ne regarde pas ce qu'ils font de cet argent. Ils sont en train de construire quelque chose d'extraordinaire. Au bout de combien d'années? Ne regardons pas ça. Ça veut dire que, Raoul, il y a une chose, c'est que on a d'abord la première chose, c'est d'éduquer tout le monde qui est dans le monde football pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des passe-temps, ils sont pour créer de l'art qui va aider la génération future. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour vous dire que le joueur, on a beaucoup de la matière première. Maintenant, c'est au niveau de cette organisation, comment nous pouvons faire pour que notre produit soit transférable. C'est ce qu'on appelle du marketing. De deux, c'est ce qu'on appelle, je peux dire, que la personne qui a ce joueur soit crédible. Combien de dirigeants de football des clubs sont crédibles? Parce que quand on regarde dans le marché aujourd'hui, pour aller transférer un joueur, le président du club est dans l'avion avec son propre joueur pour aller dire qu'il va essayer de transférer, signer des contrats de clause avec le club adverse. Non. Pourquoi nous ne pouvons pas rendre notre football beau? Ça veut dire que quoi? Avoir ces gens qui sont professionnels, qui pensent professionnels, comment vendre un joueur de football. Je crois qu'aujourd'hui, vous partez partout au Cameroun, vous allez trouver du talent. Et l'autre chose que les gens ne connaissent pas, c'est que aucun gardien camerounais sur le marché quittant du Cameroun. Je vous le dis, aucun gardien de but camerounais actuellement qui joue dans le championnat camerounais peut ne serait-ce qu'aller jouer à Kigali ou bien au Tchad ou bien en Centrafrique. Mais pour le monde professionnel, non. Et si je le dis parce que quelque part, je suis en train de voir, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous négligeons. Je vous ai parlé de moi personnellement, que je suis quitté, j'ai été entraîné par M. Leb. Je suis quitté d'ici pour l'Angola, j'ai vu autre chose, j'ai vu un autre entraîneur de gardien extraordinaire. Je suis quitté l'Angola pour le Vietnam, c'est autre chose. Je suis quitté du Vietnam pour l'Australie, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour vous dire que d'autres pays pensent comment faire tout pour que les produits qu'ils ont, qu'ils puissent les vendre. Et pourquoi on n'a pas de gardiens sur le marché? Non, on a des gardiens qui sont entraînés à leur niveau de jouer dans le championnat camerounais. Nous n'avons pas des gardiens qui sont entraînés pour être professionnels. Tous ces gardiens qu'on cite aujourd'hui, les gens vont me dire que Onana, Ondoa ont été entraînés dans la structure de Barcelone. Oui, c'est de la formation. De la formation. Et tous ces jeunes gardiens aujourd'hui qui quittent le Cameroun vont d'abord dans les centres de formation avant d'être entraînés, avant de partir dans les clubs professionnels. Et je vous dis, la majorité de ces gardiens, nous, avant, on avait du talent. Les gars, les messieurs comme les Thomas, on avait du talent. Ça veut dire que quand vous regardez Thomas, c'était des génies. C'était du talent pur, sans toutefois être entraîné. Il faisait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, le football a changé. Ça veut dire que sur le plan technique, sur le plan tactico-technique et sur le plan de la coordination. Vous allez voir les gardiens de but au Cameroun aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, que sur un dégagement, ce ballon va aller plus haut comme un rugbyman, sans toutefois avoir une précision qui va vers le joueur. Parce que le dégagement, c'est une passe. Je voudrais revenir un peu. Il termine. C'est une passe. C'est une passe. Et toute chose qui se passe dans le ballon, ça veut dire qu'à la minute, je vais vous dire quelque chose, que je viens observer un match de football, je regarde, j'analyse un gardien de but, je vois des points qui sont importants pour que ce gardien de but puisse signer dans un club professionnel. Est-ce que au Cameroun, on va me donner cette crédibilité? Vous aurez la chance d'inviter l'un des plus grands gardiens camerounais qui est Thomas Kono ou bien Joseph Antoine Bell. Il va vous dire, il vous le dira. Je suis en train de dire qu'il faudrait qu'on essaie de penser plus à pouvoir mettre de l'accent, à pouvoir aller former les jeunes gardiens de but dès le bas âge, que d'ici 5 ou 10 ans, qui pourront nous donner
c'est une chance de vendre les joueurs qui tentent le championnat camerounais. Donc, c'est autant de choses. Pour qu'on essaie de vendre des joueurs et garder les joueurs. Il y a un grand travail. D'accord, Timothée. Je reviens sur ta question tout à l'heure. Sa valeur marchande du joueur camerounais, hein, est-ce qu'il a de la valeur? Certains disent que c'est des produits qui ne sont pas vendables. Oui, la formation à la base. Si tu écoutes très très bien tout ce qu'on dit, ces professionnels qui sont autour de moi, tu comprendras que le problème n'est pas le talent pur qu'on a sur place, comme celui de Thomas Kono à l'époque, hein, ou de Roger Miela, ou de Léa Eyoum. Hein, ils sont nombreux qui avaient été, ou de Mangamba, où il y a eu beaucoup de grands talentueux, Bidarantes, hein, Abega, hein, mais c'était des talents purs et qui pouvaient être tout de suite exportés, mais avec une petite formation à côté. Maintenant, je vous ai dit que les agents de joueurs travaillent en collaboration. C'est des grosses machines hein, qui ont des critères de base. Hein. Si vous dites, nous avons besoin de 10 avant-centres, ils donnent tous les qualificatifs de ces 10 avant-centres. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de me réjouir quand ils ont parlé d'une réunion de la direction technique nationale pour mettre en place les bases d'un football camerounais global avec les bases de formation. Maintenant, le problème qui se pose pour le Cameroun, c'est cette ouverture-là. Et je répète, c'est cette ouverture-là parce que les critères de vente, de transfert d'un joueur sont absolument de plus en plus réglementés au niveau de la taille, au niveau des qualités techniques, au niveau de la préparation physique, au niveau de la discipline, au niveau même du langage, au niveau de la compréhension du langage, au niveau du suivi médical. Il y a tellement de choses qui... Ce n'est plus seulement taper au ballon. Ce n'est plus taper au ballon. Hein. Donc, eux, ils prennent des risques. Il ne faut pas oublier, c'est des vendeurs, c'est des gens qui veulent de l'argent, c'est des capitalistes. Ils veulent de l'argent, ils veulent produire de l'argent. Hein, mais en même temps aussi pérenniser l'existence d'un footballeur. Ils disent que la durée de vie d'un footballeur doit aller entre 10 et 15 ans de professionnalisme. Hein, c'est à peu près ça. Tout à l'heure, je voulais revenir parce qu'il a parlé des brasseurs du Cameroun, il a fait une publicité. L'école des brasseurs du Cameroun. Il a parlé de l'école des brasseurs du Cameroun. Hein. Ça, c'est des choses dont il faut faire très très attention parce que en réalité, quelle est la part qu'ils apportent au développement du football camerounais? Rien du tout. Hein? Parce que c'est bien beau, ils sont des recruteurs, ils ont des gens pour travailler, mais quelle est la part qu'ils apportent dans le développement? Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à la valeur du joueur camerounais. Pour moi, tout est faussé à la base des entraîneurs de football au Cameroun. Les entraîneurs de football au Cameroun se contentent des documents qu'ils ont comme licence. Vous allez voir un entraîneur qui est au quartier, vous dit j'ai la CCAF, j'ai la ACAF, j'ai machin truc. Il ne veut pas faire les recherches, il ne veut pas travailler. Il se contente, soi-disant qu'il a le diplôme le plus gros diplôme qui lui permet d'entraîner en Afrique. Et il dort sur les rouleries. La plupart du temps que font les entraîneurs camerounais. Moi j'ai une licence B et j'ai été major de ma promotion, ça je peux le dire. Mais je dis, ceux qui ont les gros diplômes ne travaillent pas. Ils partent observer le travail de l'autre. Ils font le copier-coller dans leur club sans savoir ce qu'ils recherchent eux-mêmes et pourquoi l'autre entraîneur est en train de faire tel ou tel travail. On a vu des Camerounais partis du Cameroun s'en sortir au Congo, en Angola, comme entraîneurs. Parce qu'arrivés là-bas, ils ont vu autre chose. Il est sur le plateau, il dit la même chose. Donc je dis, ceux qui sont restés au pays avec nous, crois que les entraînements, c'est 2 heures du temps, c'est 2h10. Mais chacun fait presque la même chose. Mais si vous suivez la séance de l'Union, vous allez voir que Asra fait la même séance. L'Union a travaillé à 6 heures. Vous allez aux entraînements de Asra, vous trouvez la même chose que l'Union a fait. Vous continuez à peut-être à Noussa, vous constatez la même chose. Vous arrivez à Dynamo à 14 heures, vous voyez que la même chose. Donc c'est presque les mêmes choses que ces entraîneurs reproduisent pour les joueurs. Alors, vous allez constater, dans tous les clubs à Douala, vous allez constater que le lundi, dans tous les clubs, on a fait la même séance d'entraînement. 15 minutes de routine, après 10 minutes de récupération, après etc. Donc je dis, aucun des entraîneurs, et la plupart c'est des amis, parce qu'ils ont fait le même stage, ils ont eu les mêmes diplômes, ils ne veulent plus faire les recherches. Ça, c'est ce qui plombe ce football aujourd'hui. À l'époque, moi, j'étais dans le Caïban. J'ai été entraîné par le Konpondo René. Après, Mangamba a pris. Mais je dis, c'est des messieurs qui donnaient les séances d'entraînement. Moi, j'ai joué au Maghreb. Et je suis allé à gauche et à droite.
lorsqu'on vous produit une séance d'1 heure du temps, vous avez fait 1 heure du temps et vous êtes content, vous rentrez chez vous. Ouais. Mais au Cameroun, lorsque la séance n'est pas 2 heures du temps, on croit qu'on n'a pas entraîné. Ça, c'est ce qui est curieux. Alors, le joueur peine. Déjà, le président va arriver. Dommage, aujourd'hui, il n'y a pas de prime d'entraînement et autres. Ça fait que le joueur rentre étant frustré et beaucoup d'éléments. Et, bon, je ne vais pas dire que les entraîneurs au Cameroun sont mal. Mais je dis, chacun fera l'effort de faire sa recherche individuelle. Chacun fera l'effort de faire sa recherche individuelle et de vouloir sortir de l'eau. Pourquoi Ndoumbe Bosso? Pourquoi les coachs comme Laurent Djamé, les autres? Pourquoi les autres essayent de se battre pour sortir de l'eau? Moi j'ai vu par exemple le coach Eya. Le coach Eya, lorsqu'il était avec l'équipe du militaire, l'équipe du militaire, je vois. Lorsque je suivais ces entraînements, mais c'était quelque chose de bien. Sauf qu'ils ne s'entendaient pas avec le président. Donc je veux dire que les entraîneurs eux-mêmes, s'ils entrent dans le registre d'Arsenal, ils voient comment Arsenal produit. Fait tuer les bandits, voilà. Donc je dis, les entraîneurs devraient regarder pourquoi Barcelone produit de beaux jeux. Oui. Pourquoi Arsenal produit de beaux jeux. Pourquoi le Paris Saint-Germain développe ceci. Et essayer quand même de faire quelque chose, même si ça ne peut pas être la même chose. Ça fait que... Dans ces groupes-là, il y a une médecine de groupe. Il y a une médecine de groupe parce que, en réalité, ce qui manque dans la plupart de ces structures de groupe, tu as cité Barcelone tout à l'heure, c'est cette collaboration de groupe-là. Et on ne peut pas demander à l'entraîneur de développer tout seul un système de jeu. En général, c'est un groupe de travail. Comme effectivement, notre maladie au Cameroun, c'est qu'aucune équipe ne peut accepter l'équipe réserve de sa formation. C'est en partie vrai, mais quand on recrute un entraîneur en Europe, en conférence de presse, on lui demande sa philosophie de jeu. Toujours. On lui demande sa philosophie de jeu. Ici, je ne sais pas si les entraîneurs ont une philosophie de jeu. Moi, j'ai été entraîné par... J'ai été entraîné... de jeu, coach Mabouka. Je crois que je venais de le dire avant, en disant que les clubs travaillent au Cameroun avec beaucoup de pression parce que le président se dit d'abord qu'il est entraîneur de football. Ouais, il connaît tout. Ça veut dire que pour un président de club, comme a dit Fétieux, je me rappelle, quand le président n'est pas encore arrivé, il voit ces deux quand l'entraînement n'est pas encore fini. Vous ne répondez pas à ma question. Moi je dis... Est-ce que les entraîneurs ont une philosophie de jeu ou pas? Là, parce que quand vous regardez la majorité des clubs au Cameroun, c'est du copier-coller, il n'y a pas de philosophie. D'accord, merci. Poursuivez. Moi, j'ai été entraîné par le coach Ndoumbe Bosso à l'époque dans l'Union de Douala. Moi aussi. Le coach Ndoumbe Bosso faisait des recherches. Mais même lui n'a pas de philosophie. J'ai été son joueur, mais il faisait beaucoup de recherches, beaucoup. C'est quelqu'un qui voulait apporter pas mal de choses. Il y a quand même cette envie-là. Oui, exactement. Exactement. Mais un entraîneur doit s'imposer, il doit imposer sa philosophie. En Europe, quand on recrute un joueur, c'est en fonction, c'est en fonction de sa philosophie. Il y a des entraîneurs qui ne sont pas compatibles. Par exemple, Barcelone, à l'intersaison, il voulait recruter, comment il s'appelle, son ancien joueur, qui a dit qu'il n'était pas prêt. Non, comment il s'appelle? Il était milieu de terrain. Xavi? Non, Xavi, je pense Xavi. Oui. Xavi. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Parce que Barcelone a une philosophie déjà particulière. Et lui, il doit apporter sa touche personnelle. Exactement. Et il n'est pas encore assez aguerri pour apporter cette touche personnelle. Donc il a refusé ce challenge. Parce qu'il allait être critiqué, parce qu'il faut ramener sa touche personnelle. Les entraîneurs doivent s'imposer, doivent imposer leur système, ils doivent imposer leur philosophie. Et ici, ce n'est pas encore le cas. Et ça fait partie du professionnalisme. On ne peut pas dire qu'on est encore exactement le cas de Zidane. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est vraiment dans le professionnalisme. On a pas mal de choses à apprendre. Bien sûr, on a beaucoup à apprendre encore, beaucoup à apprendre. Et il faudrait que les uns et les autres soient à l'écoute. Parce qu'on ne peut pas... attacher un maître tout seul. Il y a beaucoup trop de suffisance au niveau des instances dirigeantes. Aussi les entraîneurs, comme je reviens toujours, je dis, ils ne devraient pas se contenter des bouts de papier qu'ils ont comme licence d'entraîneur et dormir sur leur laurier. Ils doivent faire des recherches, chercher eux-mêmes à être meilleurs par rapport aux autres, déjà sur le plan national. Parce que, sinon, comme je dis... Mais ils veulent déjà avoir le pain quotidien. Non, mais il faut avoir le pain quotidien, il faudrait se démarquer des autres. Si on ne peut pas se démarquer des autres, et les résultats ne suivent pas.
Parce qu'on sait presque la monotonie des entraînements. Tu as parlé de l'implication des présidents dans les clubs. Toi, on vient te chercher comme entraîneur, on te dit, viens entraîner mon club. On va te donner 300 000 francs par mois. Hein? Toi, tu vois tout de suite, j'ai 300 000, ça me permet de vivre un moment. Nous sommes dans une réalité de misère. Oui, il y a une misère morale, il y a une misère mentale. Et le gars, l'argent ici, et dans cette optique-là, le gars ne cherche pas. Il dit, fait la volonté de son président. Parce que c'est le président qui est roi. C'est pour ça qu'il dit que c'est le président qui doit changer. Raison pour laquelle Ernest n'est pas resté avec la Dynamo, par exemple. Mais lui, c'est un cas particulier. Parce que il a estimé qu'on était en train de saboter ce qu'il voulait mettre sur pied. Ben, voilà, il faudra que les gens soient... On a vu des gens aller à UMS de Loum être renvoyés comme des chiens. Le Cameroun n'est pas un pays des démissionnaires. Non, mais alors, que les gens arrêtent de penser à l'argent. Voilà, travailler, l'argent va suivre. Aujourd'hui, le football, c'est une grande industrie qui produit de l'argent à tous les niveaux. Si l'entraîneur, si le joueur, l'entraîneur, tout ce beau monde, mais vous allez prendre un joueur, il venait de le dire tout à l'heure, le jeune ne va jamais vous dire qu'il est blessé. Lorsqu'il pense à la nager, quel est le kiné qui le suit? Voilà, on ne va jamais dire. Mais bon, lorsque vous avez le joueur et que la médecine, l'infirmier du club vous dit votre joueur ne peut pas jouer parce que son genou est pourri, parce que machin, il revient au Cameroun. Et d'abord, la plupart des gens qui partent ne veulent pas revenir. Alors, et ça vous cause problème parce que il va entrer clandestinement, il va rester en Europe. On vous appelle, mais est-ce que vous pouvez venir chercher le jeu, etc. Non. Vous perdez votre Alors, quelques messages. Bonsoir, j'aimerais savoir si les agents de joueurs camerounais regardent ou suivent les divisions inférieures que la première et la deuxième division. C'est Lucas. Oui, on regarde tous les niveaux. Le grand jeu ne sort pas. Pourquoi est-ce que vous souriez Le grand jeu ne sort pas comme un petit Limouane. Vous allez trouver quelqu'un de naturel, même dans un centre de formation, où la plupart des temps, c'est un non. Voilà, il y a des joueurs, il y a des matières grises à tous les niveaux. Bon, sauf qu'on ne peut pas se balader partout. On travaille, moi je peux dire, ok, coach Ernest, regarde-moi ceux qui s'entraînent du côté de Cambrai. Ou la collaboration. Exactement. Donc c'est ça. Vous n'allez pas aller à Bafoussam, à Bamenda, à Yaoundé en même temps. Donc vous travaillez avec des gens qui sont sur place et qui vous donnent des informations. Bonsoir. Moi j'ai fait voyager des joueurs ici que j'avais jamais vu jouer. La plupart des temps, vous proposez. J'avais jamais vu jouer. Hein. Mais vous êtes agent. Oui. Parce que je fais confiance à mes collaborateurs. Bonsoir coach, vous dites que vous avez travaillé à l'étranger, n'étiez-vous pas bien payé là-bas? Pourquoi êtes-vous rentré au Cameroun? Si vous tenez, si vous tenez vraiment à entrer dans un réseau, c'est le coach Lemjo Kemvo, Jean-Claude. Dites-lui que, je vais vous dire, Lemjo, une chose qui est sûre, j'ai été bien payé en Afrique du Sud. Et quand je quitte l'Afrique du Sud, c'est parce que je vais découvrir quelque chose. C'est un autre club qui avait besoin de mes services. C'est pour ça que je suis parti à Oman. Donc, j'ai toujours été bien payé là où j'ai eu à travailler. Donc, que quelqu'un ne dise pas pourquoi je suis revenu au pays. J'ai eu le nez sciatique le 27 janvier 2019. Je devais rentrer pour entraîner dans une équipe à Oman. C'est pour ça que je suis encore au Cameroun aujourd'hui. Et c'est bien même parce que je suis en train j'aurai un projet pour former les jeunes gardiens de but au Cameroun qui va faire mal et qui va produire les gardiens de but dans des années futures pour le football camerounais et pour les clubs européens. Merci. Bonsoir le panel. Les présidents des clubs sabotent le football camerounais. Comment faire donc pour avoir des talents au pays quand on sait que les gars ont faim? C'est Charles de Yaoundé. Est-ce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de talent au pays? Est-ce que vous connaissez Youssoufa Moukoko? Dans quelques années, il va jouer pour la Mannschaft allemande. Pourtant, il y a encore 5 ans, il jouait au Cameroun. Il y a des talents au Cameroun. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous pensez qu'à l'argent. L'argent, ça va arriver. Mais travaillez d'abord. Les gens ne pensent qu'à l'argent. Tout de suite, il faut l'argent. Youssoufa, c'est une machine à sous qui arrive. C'est une machine à sous. C'est le plus talentueux depuis 5 générations. Youssoufa Moukoko, il arrive. C'est une machine à sous. Donc, si les gens qui l'ont sorti du pays avaient pensé aussi à l'argent, hein? Oui, il serait jamais là. Voilà. Donc, arrêtez de parler d'argent. Tout à l'heure, celui-là, le coach, il dit à Enes, pourquoi tu es rentré? Mais moi, il y a quelques années, j'ai ramené un entraîneur camerounais, qui est un ancien footballeur, qui a été formé à entraîner en France, qui voulait travailler, parce qu'en France, on ne lui a pas donné l'occasion de travailler. Je l'ai ramené au Cameroun, je l'ai confié à l'Union de Douala.
Le président, dès qu'il a vu toute la liste des diplômes sur son CV, il a dit « Ah non, je ne peux pas te payer ». Mais le gars lui a dit « Mais qui t'a parlé d'argent? Moi, je veux travailler. Ne me paye pas, je veux juste travailler. » Vous n'avez pas une Et le gars a travaillé. Non, je ne donne pas le nom. Ils se connaissent. Moi, je connais le monsieur. Ils se connaissent. Le gars. Le gars a travaillé, ça a fait du bien au football. Il a apporté son expertise. C'est comme ça que ça marche. Ne pensez pas toujours à l'argent. L'argent va venir si vous travaillez. C'est les résultats, oui. Alors, le niveau des joueurs camerounais ces 10 dernières années est très décevant, d'où leur présence dans des clubs de seconde zone. Bon, il n'a pas de valeur marchande honorable. C'est Roger de Koumdoum qui nous dit. Là que je peux répondre. Oui, le championnat camerounais n'a pas une visibilité. Tout est lié. Ça veut dire que s'il y a une visibilité, ça veut dire que le championnat camerounais peut être vu dans d'autres pays africains, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme en France. Je vous dis, le championnat ivoirien, on le passe tout le temps dans des grandes chaînes de télévision en Europe. Donc on voit les joueurs. Les Sénégalais, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une visibilité pour le championnat camerounais et que les techniciens que nous sommes puissent produire ces matchs où on peut voir à 100% le ballon circule et sans arrêt. Donc je crois qu'aujourd'hui, voilà ça. Bon, aussi à l'époque, on a pleuré des infrastructures. Elles sont déjà là et on espère que les joueurs doivent mettre à profit ces stades-là. Alors, bonsoir, je suis un joueur de 3e division. Comment faire pour passer des textes? Je veux réaliser mon rêve. C'est Stéphane. Il est joueur de 3e division. Oui. Championnat amateur au Cameroun. Au Cameroun, oui. Mais qu'il continue déjà à jouer, à franchir un autre palier, arriver en 2e division, ensuite 1re division, et on verra. Pourquoi ils pensent tout de suite à brûler les étapes et aller... C'est incroyable. Et tout ça, c'est l'argent qui les attire. En même temps, s'il a la qualité, on peut d'abord le proposer dans une autre équipe. Mais la qualité, il faut qu'il soit le meilleur joueur de 3e division. Automatiquement. Les clubs vont venir vers lui. Il n'a pas besoin de... Les clubs vont venir vers lui. C'est un message qui s'adresse à Raoul, où le téléspectateur dit toi-même tu travailles pour rien, point d'interrogation. Non, mais moi je réponds à ce téléspectateur, je ne demande pas l'argent avant de travailler. Je travaille et l'argent suit. Voilà, moi j'ai par exemple le joueur dont je vous parlais qui a été opéré en Tunisie, moi je l'ai confié au club gracieusement, gracieusement après son opération, J'avais un projet sur le long terme sur lui, j'aurais gagné pas mal d'argent sur lui. Son père, pareil, aurait gagné beaucoup d'argent, son ancien club au Cameroun, mais j'ai été harcelé. Tout le monde m'appelait, le père m'appelait, l'ancien club m'appelait, il me demandait de l'argent. Donc moi, je travaille avant de gagner de l'argent. Je ne gagne pas l'argent avant. Alors, un autre message avant de poursuivre. Bonsoir, s'il vous plaît. Est-il compliqué pour un joueur africain qui a une licence d'un club en Afrique de signer pro, ou bien c'est mieux d'être libre? J'ai pas compris. Non, il est mieux d'être libre. J'ai pas compris la question. Signer pro pour un joueur qui évolue en Afrique et qui a une licence. Est-ce que pour signer, pour passer pro, c'est mieux quand tu es libre ou pas? Oui, c'est un peu ça le fond de sa question. Sa licence, il peut être pro au Cameroun aussi. Il y a le professionnalisme. Voilà, ça dépend aussi. On imagine que ça c'est ailleurs. Non, je veux bien répondre. Ce joueur dit pourquoi, il dit parce que quelque part, nous devons de soulever des problèmes avec les présidents des clubs. Oui. Ça veut dire qu'il est en fin de saison, il a déjà sa libération en main, il peut être vendu, il peut être transféré quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il demande. Alors moi, je vais répondre. Dites à ce joueur qu'un bon joueur est transférable ou transféré, qu'il soit libre ou pas. C'est clair. S'il est libre ou pas, s'il est un bon joueur, il y aura une entente, il y aura une négociation, une entente à la fin, et il sera transféré. Donc, il ne s'inquiète pas, qu'il continue de travailler. S'il est bon, les deux parties vont s'entendre et il sera transféré. Les joueurs camerounais ne font plus la fierté de notre pays sur la scène internationale, comme les Samuel Eto'o, Patrick Mboma, etc. Donc, ça ne vaut plus la peine de parler de ça. Frédéric Obang est là depuis qu'on s'en bat dans le littoral. Oui, mais quand il parle des joueurs camerounais qui ne font pas
qui font plus la fierté du Cameroun. Voilà. C'est tout le Cameroun qui fait plus la fierté du Cameroun. C'est clair. Hein? Je veux dire, c'est vraiment. Moi, maman, nous n'avons pas besoin de faire des schémas. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'hyperbole là quand même? Non, c'est pas l'hyperbole, maman. Écoute, je suis Camerounais. Je vis à Douala. Hein? Mais à Douala, pendant que je vis avec des poubelles dans les rues, au bord des rues, il y a des gens qu'on prend quelque part, qui deviennent la nouvelle police de la ville et qui commencent à contrôler les voitures pour gagner de l'argent. Je dis, il y a une honte réelle dans les pratiques camerounaises, dans la corruption camerounaise qui dégrade tous les mœurs. C'est pour ça qu'en réalité, l'éducation civique, l'éducation civique doit revenir en première page à partir des adultes, à partir des vieux que nous sommes, jusqu'aux jeunes de 6 ans. Il faut revenir sur l'instruction civique. Parce qu'il y a un problème qui vient même de nos dirigeants. Vous ne pouvez pas penser que quelqu'un qui est membre d'un gouvernement marche devant les enfants, devant tout le monde, avec une voiture de 60 milliards sur route, il est simple maire ou bien simple agent de bureau. Et vous demandez aux enfants de ne pas rêver d'avoir de l'argent. Ils sont corrompus. Leur mentalité est corrompue. C'est pour ça que ces gars-là vous parlent de professionnalisme, parce qu'ils pensent à l'argent. On a créé chez eux ce besoin qui est une corruption nationale. Donc, on ne peut pas leur demander on est pratiquement en fin d'émission. J'avais une dernière question. Selon la FIFA, par exemple, le montant des transferts dans le football s'est élevé en 2018 à 7,03 milliards de dollars, soit une hausse de 10,3% par rapport à 2017. Un marché dominé par les clubs européens avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France. Quelle est pour vous, Timothée Makongo, la petite lecture qu'on peut faire de la place de nos footballeurs dans ce Big Five-là? Rapidement. C'est difficile de parler de la classe parce que tout à l'heure, on le disait, le football est pratiquement la deuxième puissance financière de la planète Terre. Hein? Et les pays qui sont en tête de cette égalité financière, c'est les pays européens, plus certains pays latino-américains. L'Afrique vient en dernier lieu. Et nous sommes un peu comme le petit parasite, le petit truc qui se colle, la petite censure de la France ou bien de l'Allemagne, de ces pays occidentaux-là. C'est pour ça qu'il nous est absolument indispensable d'accepter une espèce de collaboration, comme les agents de Joël le disaient tout à l'heure, pour qu'on s'ouvre dans une réalité de mondialisation et qui nous permette, nous, d'évoluer, de grandir. Mais ce qu'il faut aussi dire, à chaque transfert qui se fait au Cameroun, l'Africa Foot et le ministère ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Et quelqu'un comme Eto'o a rapporté beaucoup d'argent au Cameroun. Il n'y a pas de fils. Non, je prends l'exemple de Eto'o parce qu'il y a une certaine durée. Qu'est-ce qu'ils ont fait Je prends le cas d'Eto'o fils parce que c'est un cas patent. Quand Eto'o a eu ses 48 milliards de Makaskalov, le Cameroun a eu près de 2 millions au Cameroun. Voilà. Il faudra que la question s'applique aussi à tous les centres de formation. C'est la fin de cette émission. Voilà. Avec Dimitri du groupe Koundé depuis la cité ici qui vous passe le bonsoir. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci dommage que ce soit si court. On aurait voulu qu'on nous avait fini encore parce que le débat était long. Le débat est très long. Très long. Il est très bleu. On peut parler toute la vie de ce truc-là. C'est des sujets assez... Non, mais le dit honnêtement...